Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Judith Belair. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite une magnifique année 2025, un maximum de lumière, de la santé, de l'amour et des sous dans le porte-monnaie, je l'ai dit et je le redis. Bienvenue à toutes et à tous dans les vraies voix de Sud Radio, c'est parti pour 2 heures ensemble en ce premier jour de l'année, avec de l'actu, du débat, notre quiz musical et aussi pour un peu de détente. Vous le savez, Sud Radio c'est votre radio, vous pouvez nous appeler pour réagir, donner votre opinion, passer un coup de gueule ou un coup de cœur au 0826 300 300. Zach vous attend. Allez, c'est parti pour les vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Au sommaire de cette émission, on vous pose la question sur Twitter. Notre grand débat du jour à 17h30. Depuis aujourd'hui, le 1er janvier 2025, la Roumanie et la Bulgarie sont pleinement intégrées à l'espace Schengen, marquant la fin des contrôles systématiques aux frontières terrestres avec les autres pays membres. Cette adhésion, longtemps retardée par des préoccupations liées à la gestion des frontières extérieures et à la corruption, a été débloquée grâce à la levée du veto autrichien fin 2024. Elle facilite désormais les déplacements transfrontaliers tout en maintenant des contrôles aléatoires pendant 6 mois pour répondre aux enjeux de sécurité et d'éventuels flux migratoires. Alors on vous pose la question à vous sur X, la Bulgarie et la Roumanie donc intègrent cet espace Schengen. Est-ce que vous êtes pour l'ouverture de l'Europe, Vous n'hésitez pas à réagir. Pour en parler, on sera avec Patrick Martin-Genier qui est professeur à Sciences Po et spécialiste des questions européennes et internationales. Et puis à 18h40, votre coup de projecteur des vraies voix. La dissolution a engendré plus de divisions au sein de l'Assemblée que de solutions pour les Français, a déclaré Emmanuel Macron lors de ses vœux pour 2025. Il a ainsi reconnu que cette décision a provoqué davantage d'instabilité que de calme, un choix qu'il assume entièrement. En décembre, il avait déjà reconnu qu'elle avait été mal reçue. Alors pour l'année à venir, il appelle à un redressement collectif pour retrouver la stabilité, insistant sur l'importance de l'unité et de la solidarité des Français, comme l'ont démontré leur engagement pour les JO et la reconstruction de Notre-Dame, affirmant que l'impossible n'est pas français. Donc on vous pose la question sur X aussi. Le mea culpa d'Emmanuel Macron, qu'est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est un progrès, un mensonge? Est-ce qu'il ne change rien? Pour en parler, on sera avec Jean Petot qui est politologue. Et puis vous pouvez nous appeler évidemment au 0826 300 300 pour participer à nos débats et puis répondre à notre question. Allez, nos éditorialistes du jour. Nous sommes les vraies voix Sud Radio avec Bruno Pomar, ancien policier du RAID, maire de la commune de Belleflou dans l'Aude. Bonsoir. Bonsoir Judith. Bienvenue. Merci. Et bonne année. Merci. Françoise Degouage, éditorialiste. Ça va Judith? Ça va. Vous m'avez gâté aujourd'hui. Alors là, franchement, entre deux flics, je suis Vous êtes au top ou pas? Vous avez peur de la garde à vue? Non, mais je pense qu'elle ne va pas tarder à arriver. Dès que je sors du studio, d'ailleurs, je suis placé sous écrou immédiatement. Je pense que là, vraiment... Ça dépend ce qu'elle va dire. Peut-être comparution immédiate, on ne sait pas. S'ils sont assez forts. Et tout sera facilité avec le nouveau ministre de la Justice qui est un ancien ministre de l'Intérieur. Qui est très engagé d'ailleurs. Abdoulaye commence. Et donc vous l'aurez reconnu, on est avec Abdoulaye Kanté, qui est policier à la direction de la coopération internationale du ministère de l'Intérieur. Et puis on file au 0826 300 300. Vous pouvez nous appeler, réagir. On est avec Baptiste. Bonjour Baptiste. Bonjour Judith. Bienvenue, bonne année. Et bonne année à vous. Merci. Alors Baptiste, vous avez un petit coup de gueule à pousser qui est le manque de préparation de notre Premier ministre. Ouais, et plus largement du gouvernement. Et je trouve que finalement il y a une forme de beauté et un truc qui me rassure beaucoup dans tout ça, en tout cas qui doit soigner le complexe de l'imposteur de beaucoup de gens. Parce qu'on a là un type qui fait de la politique depuis 174 ans et qui il y a votre chat qui est d'accord derrière, pardon. Bon, mon chat est toujours d'accord. Qui a brigué à peu près toutes les fonctions et qui s'est présenté pour tous les mandats que permet ce pays. Et le jour où il accède à ce qui est un genre de Graal pour lui, on se rend compte que c'est un amateurisme total, une impréparation hallucinante dans une période en plus de doute et de crise politique. Et quand je pense qu'on a fait des tonnes de reproches à Lucie Castet sur son impréparation, sur le fait qu'elle soit pas vraiment au niveau, etc., je trouve que l'amateurisme qui se dégage de ce Premier ministre et de ce gouvernement est assez flippant pour notre pays. Oui, on vous entend. Comparer Lucie Castet et Bayrou, même si c'est pas ma tasse de thé, Bayrou, il y a quand même un océan qui les sépare. Madame Castet, je sais que c'est pas à l'honneur de François Bayrou, ça, c'est sûr. Cette comparaison, elle est pas flatteuse pour François Bayrou. Non, elle est pas flatteuse sûrement, mais les comparer, je trouve que c'est un peu absurde parce que Madame Castet, qu'est-ce qu'elle nous a prouvé? Être une énarque qui a foutu un déficit de 7 milliards à la mairie de Paris, je pense pas qu'elle ce soit une référence pour le Parti socialiste. Non,
Non, moi je suis. J'entends ce que vous dites. Vous avez raison sur Bayrou, c'est délirant. Tout commence mal et tout continue mal. Et à force de faire n'importe quoi, on devient n'importe qui. C'est délirant, François Bayrou. Même moi, je veux dire, ça fait 25 ans en fait qu'on connaît François Bayrou. On a tous suivi en tant que journaliste François Bayrou. Le voir à la manœuvre, c'est une connerie par jour. Hein. C'est vraiment, et à minima d'ailleurs. Hein. Là, le déplacement à Mayotte, c'est nul et non avenu. Il y a quelque chose. Je ne sais pas combien de temps il peut tenir. Je pense qu'il va battre vraiment le record de Michel Barnier parce qu'en plus, il est incompréhensible dans ce qu'il veut dire. Il a un souci de communication. C'est pas parce qu'il est bec d'ailleurs, parce que je veux dire. C'est quoi, c'est une motion de censure très bientôt là. Il a surmonté. Il sait communiquer. Il a su communiquer. Moi, je pense qu'il communique n'importe comment. C'est-à-dire qu'il dit une chose et son contraire. Je pense qu'après-demain, il peut dire l'inverse de ce qu'il a dit le soir de la nomination. Par ailleurs, Lucie Castet, moi, honnêtement, je suis de gauche. Je soutiens le Front populaire. Mais honnêtement, il faut arrêter. C'est une nouvelle. Non, mais arrêtons avec Lucie Castet. On sait très bien qu'elle a été un orteil à droite. Elle a été choisie. On sait très bien pourquoi. Enfin bon. Pourquoi elle a été choisie parce qu'il y avait personne d'autre en magasin, qu'ils allaient ressortir, toute la clique allait ressortir Huguette Bello. Pourquoi ils n'ont pas mis Ségolène, François? C'est ça qui est, je pense, qui est problématique aujourd'hui. Moi, j'ai rien contre Lucie Castet. Abdoulaye Kanté, allez-y. C'est ce qui est problématique, je pense aussi au niveau. Il y a un problème d'incarnation en fait d'un homme ou une femme politique qui peut essayer d'apporter des réponses à ces Français qui attendent, parce que on voit que c'est un peu du réchauffé. Ce sont des gens qu'on a déjà vus, qui se sont battus pour ces postes-là, et quand ils sont aux manœuvres, c'est toujours facile de critiquer, mais quand on est aux manœuvres, on a l'impression que c'est une espèce de tambouille. On ne sait pas comment faire. Et c'est vrai que ça brouille. Mais il a quand même fait des annonces concrètes pour Mayotte, par exemple, notre Premier ministre. Mais bon, après. Moi, je vois votre gentillesse, Judith Belair. C'est très sympa. Mais non, elle a raison. Non, j'essaie de faire le juste milieu, tout simplement. Le casting, vous avez raison, c'est du réchauffé. Mais tu prends un mec comme Valls, excuse-moi. Moi, pour bien l'avoir connu comme député maire d'Evry, mais au-delà de ça, je trouve que le mec, il incarne quand même la fonction. Il a été ministre de l'Intérieur, député maire. C'est pas un rigolo qui nous sort de militatisme classique de parti. Premier ministre. Alors, c'est vrai qu'il est parti en Espagne, il a fait des conneries, mais c'est quand même un mec qui incarne l'homme politique, non? Il incarne rien du tout. Alors là, moi, on fait réagir notre auditeur, Baptiste. Allez-y. Non, mais c'est pas possible, ça. Moi, je voulais réagir sérieusement, mais quand j'entends que Manuel Valls incarne quelque chose, représente quelque chose, il n'y a pas de discussion possible. Je suis désolé. Mais non, mais c'est toujours discuté. Parlons vrai. C'est ridicule. Mais alors, pour proposer quelqu'un. Alors, vous auriez vu qui, vous? Non, mais. Baptiste. Non, mais en fait, c'est pas ma place de décider qui. Moi, je peux juste vous dire que je suis électeur français et je suis électeur de gauche, et je peux vous dire qu'il y avait 4500 noms avant de penser. C'était un Cazeneuve, par exemple, Françoise de Gaulle. Mais il y a beaucoup de gens. Pourquoi vous persistez à faire un gouvernement de droite? Arrêtez. Non, mais ça, je suis pas. Non, mais arrêtez. Non, mais il a vraiment raison. Non, mais Baptiste, il a raison. Il y en a marre. Il n'est plus de la gauche d'aujourd'hui. Écoutez, arrêtez la gauche d'aujourd'hui, ça va. On va arrêter. Et c'est quoi la gauche d'aujourd'hui? La gauche d'aujourd'hui, c'est le Parti socialiste, la socialiste. Mais de quoi tu parles? Il y a 193 députés. Mais enfin, on se calme. Vous en avez pas marre. Vous n'avez pas marre de n'aimer que la droite de gauche. La gauche de droite, arrêtez. Cazeneuve, il est de gauche. Il n'y a que Glucksmann. Mais on s'en fout de Glucksmann. C'est pas la gauche. Alors allez-y, proposez-nous un nom. Mais des noms de quoi? Qui vous auriez mis? Mais j'aurais mis plein. Mais vous avez des gens de très grande valeur. Allez-y. Vous avez Olivier Faure, un mec de très grande valeur. Boris Vallaud, c'est un mec de très grande valeur. Boris Vallaud, c'est un mec de très grande valeur. Clémence Guettet, c'est une nana de grande valeur. Mais on s'en fout une partie. Ils ont vendu leur âme. Vous parlez des insoumis, mais la NUPES, le Front populaire n'est pas que les insoumis. Les insoumis, non. Ils font beaucoup de bruit, en tout cas. Le programme, c'est qui? C'est eux. Arrêtez. Écoute-moi, le nouveau Front populaire. Non, mais vous n'êtes pas sérieux. Pensez un petit peu. Arrêtez. Vous n'êtes pas sérieux. Le retour de Françoise de Gaulle. Vous n'êtes pas sérieux, les garçons. Vous n'êtes pas sérieux. Il y a 193. Tais-toi. Il y a 193 députés du nouveau Front populaire. Il y a 70 députés soumis. Bon, on a compris que Bayrou, ça va pas en tout cas. Non, c'est n'importe quoi. Allez, vous restez avec nous parce que dans quelques instants, c'est les 3 mots dans l'actu de Albin Texera. Et puis évidemment, du débat, de l'échange et tout. Et le sourire de Françoise de Gaulle. Allez, restez avec nous. J'adore m'engueuler avec la droite. Vous êtes bien sur Sud Radio et sans ce premier jour de l'année, ça chauffe avec Françoise de Gaulle. Vous le savez, nous on est aussi avec Bruno Pomar, qui est ancien policier du RAID. Et puis Françoise de Gaulle, vous la connaissez, l'éditorialiste chaude de Sud Radio. Et puis Abdoulaye Kanté, qui est policier à la direction de la coopération internationale du ministère de l'Intérieur. Et puis tout de suite, ce sont les 3 mots dans l'actu d'Albin Texera.
Les vraies voix Sud Radio. Albin, vos 3 mots du jour sont donc Nouvelle-Orléans, urgence et Ukraine. Une attaque meurtrière à la voiture bélier aux États-Unis. Le ministre de la Santé effectue son premier déplacement de 2025 aux urgences. Et enfin, Kiev se réveille sous les attaques de Moscou. Les vraies voix Sud Radio. C'est une nuit d'horreur à la Nouvelle-Orléans. Peu après le passage à la nouvelle année, vers 3h15 ce mercredi, un drame s'est produit dans le Vieux Carré français, un quartier touristique de la ville. Un véhicule a foncé délibérément dans la foule avant que le conducteur n'ouvre le feu, obligeant la police à intervenir. Le dernier bilan des services d'urgence est lourd, au moins 10 morts et 35 blessés. Parmi les victimes, principalement des habitants locaux, selon les autorités. 2 policiers ont également été blessés, comme l'a confirmé Anne Kirkpatrick. Ah, c'est pas facile. Kirkpatrick, voilà, chef de la police de la Nouvelle-Orléans. What I also can tell you is that this man, this perpetrator. Ce que je peux vous dire, c'est que cet individu a ouvert le feu sur nos agents depuis son véhicule après un accident. 2 officiers ont été atteints par balle, mais leur état est stable et nous vous tiendrons informés. Toutes nos forces disponibles ont été appelées en renfort. L'assaillant, résolu à contourner les obstacles, avait pour objectif de provoquer un maximum de dégâts. Et compte tenu des éléments découverts sur les lieux et des informations collectées, l'enquête est désormais confiée au FBI. Le FBI, qui avait d'abord écarté la piste terroriste, a finalement ouvert une enquête pour acte de terrorisme. Parallèlement, la police a annoncé que le suspect avait été abattu par les forces de l'ordre, mais son mobile reste encore inconnu à ce stade. Il faut aussi savoir que cette tragédie intervient alors que la ville accueillait de nombreux visiteurs pour la demi-finale d'un tournoi de football américain entre les universités de Notre-Dame et de Géorgie. Un événement attirant des supporters venus de tout le pays. Bruno Pomar, si je ne m'abuse, c'est pas le premier attentat terroriste depuis le 11 septembre sur le sol américain, parce que c'est quand même très étonnant cette histoire. 2017. 2017, il y en a eu un aussi. Oui, hein, sur des gens à vélo qui se sont fait percuter par une voiture folle. Oui, mais encore une fois, c'est attentat terroriste. Hein, dont la définition même, c'est de terroriser la population. Maintenant, est-ce qu'on définit cet attentat comme un attentat islamiste, un attentat d'extrême droite, suprémaciste Suprémaciste, oui, exactement. Donc on attend les éléments d'enquête du FBI pour pouvoir préciser un peu le profil de l'individu qui a, il faut le rappeler, neutralisé, mais qui a quand même blessé 2 policiers et tué 10 personnes, plus de 40 blessés. Bref, c'est terrible. On a connu ça il y a peu de temps d'ailleurs à Brandebourg en Allemagne, hein, aussi pareil sur ces marchés de Noël. Là où on doit s'interroger, moi je regarde en tant que technicien, je dirais, c'est de sécuriser ces sites-là. Je ne comprends pas, comme on a vu à Brandebourg, comment un véhicule peut rentrer sur 400 mètres dans un endroit où il y a des centaines et centaines de personnes présentes. C'est la question qu'on se pose. C'est une vraie question. Donc évidemment, c'est que quand on voit que c'est une intention de faire un carnage, parce que l'enquête est en train d'avancer, évidemment il y a aussi des explosifs qui ont été retrouvés dans le véhicule. Donc cela va aussi donner aussi des informations aussi sur le profil de l'individu, ses intentions, ce qu'il comptait faire, et savoir aussi quel était le dispositif de sécurité sur évidemment cette gestion d'événements, parce que sur la gestion de grands événements, évidemment il y a des points de sécurité, on va dire, à sécuriser, notamment l'entrée des spectateurs, éviter que des véhicules passent. Donc quand on va sur des marchés de Noël ou même s'il y a des festivités, vous avez ce qu'on appelle des blocs de béton qui empêchent, des K-blocs qui sont là pour empêcher justement que des véhicules étrangers puissent pénétrer sur site, notamment ce qui s'est passé sur la promenade des Anglais à Nice. Ça nous a instruit, ça, Abdoulaye. Exactement, c'est ça. Donc moi, effectivement, là, je m'étonne pour travailler des fois avec des Américains qu'il y ait cette faille qui est assez flagrante. Après l'enquête le déterminera, mais assez flagrante, où cette facilité que cet individu a pu commettre vraiment cet acte. Bon, vous vous rendez compte, moi je fais toujours le parallèle avec mon village. J'ai les fêtes de mon village tous les ans. C'est ridicule, j'ai un tout petit village, 125 habitants, il y a 300 personnes qui viennent. Ben, à l'entrée et à la sortie de mon village, je mets un camion et un tracteur. Un gros tracteur. Terminé. Mais c'est parce que c'est toi. Je minimise. Pardon, mais c'est vachement bien. Non, mais tu vois, c'est le BABA, tu vois. Alors, ça, on n'est pas à l'abri d'un individu seul qui rentre avec un couteau. D'accord. Françoise de Gois, ça interpelle tout ça quand même, parce qu'on a l'anniversaire des attentats de Charlie Hebdo qui arrive les 10 ans là. Notre chagrin national. Hein. Moi, je sais pas. François Hollande avait eu une très belle phrase. Il l'avait pas fait exprès d'ailleurs. C'est assez rare chez lui. Non,
mais il n'avait pas fait exprès ce jeu de mots, parce que souvent il a un tel humour, mais là il n'avait pas fait exprès. Si vous nous entendez. Ah oui, il m'entend, je le connais très bien. Il avait dit cette année qui nous a ensanglantés. J'avais trouvé cette phrase extrêmement belle, et je pense qu'on arrive aux 10 ans, et que cette année ça va être extrêmement douloureux. Je pense vraiment, je ne sais pas vous si vous en souvenez, il y a Charlie, bien sûr, on sait tous ce qu'on faisait au moment où on apprend Charlie, mais vraiment Bataclan. Parce que Bataclan, regardez, j'ai encore le chagrin qui monte et les larmes qui montent. Allez, on passe au deuxième mot dans l'actu d'Albin Texera. Ce sont les urgences et le ministre déjà en action en 2025. Oui, c'est une première prise de contact avec les soignants. Ce matin, Yannick Neuder, le nouveau ministre... Yannick Noah, j'ai peur. Non, c'est pas Yannick Noah. Yannick Neuder. On a le droit de déconner. Hein, allez, on fout. C'est vrai qu'on les connaît pas tous les noms de ces nouveaux ministres. Non, donc, notez-le, Yannick Neuder, nouveau ministre délégué à la santé, a effectué du coup son premier déplacement officiel dans l'Hexagone depuis sa nomination. Après avoir accompagné François... Quel exploit! Ah oui. Après avoir J'ai envie d'emmerder. Quel exploit, c'est extraordinaire. Vous laissez pas faire le ministre qui va aux urgences. Mais quel exploit! Mais comment c'est possible d'être aussi créatif? Bon, laissez-le terminer, Françoise, enfin. Du coup, après avoir accompagné François Bayrou à Mayotte, il s'est rendu aujourd'hui à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière pour rencontrer les équipes médicales. Très attendu sur la question de la saturation des services d'urgence, il a tenu à se montrer rassurant devant les médias avec de potentielles solutions. Je crois qu'il faut regarder étape par étape pour pouvoir apporter ces meilleures solutions. Ces meilleures solutions passent aussi par une formation davantage de professionnels de santé, mais aussi des mesures d'attractivité avec notamment les rythmes, le temps de travail, les conditions de travail, aussi la sécurité au sein du travail. C'est tous ces facteurs qui peuvent être travaillés secteur par secteur, territoire par territoire. Et puis encore une fois, c'est un projet de longue haleine, mais à force de ne jamais le mettre en place, il faut qu'on forme davantage de professionnels de santé et puis qu'on puisse aussi partager la tâche avec l'ensemble de la communauté des soignants, et puis surtout aussi activer un autre facteur qui n'est pas dans l'urgence de la question, mais qui est aussi tout le secteur de la prévention. Aucune annonce concrète n'a cependant du coup été faite en ce début d'année 2025, alors que les urgences ont été particulièrement surchargées pendant les fêtes de fin d'année. Plusieurs établissements, notamment en Meurthe-et-Moselle, dans le Gard, le Vaucluse ou encore en Haute-Vienne, ont même dû fermer temporairement leurs portes, faute de personnel. Pour mémoire, en août 2024, plus d'une cinquantaine de services d'urgence avaient déjà été confrontés à une situation critique. Le ministre devra donc rapidement apporter des réponses à une crise qui perdure et mobilise fortement les professionnels. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. J'ai l'impression d'entendre ça depuis tous les jours, depuis 10 ans. Mais je vais lui répondre au ministre, parce qu'on en a changé combien, 5 ou 6 fois de ministre de la Santé aussi. Ah oui, c'est dingue. Le turnover est dingue. Quand on dit que les urgences sont saturées, parce que les gens vont pour rien du tout aux urgences. Mais pourquoi aussi? Parce que je le vois moi dans mon coin. Parce qu'il n'y a pas de médecin. Le désert médical, c'est la prise en charge des gens qui ont des petites pathologies qui peuvent être prises en charge par les médecins localement. Moi je le vois, on galère comme des malades. On s'est réunis à plein de maires pour pouvoir faire venir, c'est comme au football, pour faire venir des médecins pour qu'ils puissent être là localement. Tu sais, chez ma mère, c'est exactement ça. Ils ont réussi à créer une maison de santé qui est absolument géniale. Et en fait, ça, c'est les sujets, c'est de créer des maisons de santé dans les villages de montagne. Sur le désert médical, j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps, un reportage il y a pas longtemps où ce sont des jeunes qui ont fait une caravane en fait médicale. C'est-à-dire que 2 jeunes médecins qui se baladent et qui font le tour de France justement pour apporter les soins. Donc si tu veux, il reste 15 jours sur un site et ils sont essayés et tu te rends compte on a l'air et peut-être ça va donner aussi l'envie. C'est un way of life, il faut avoir envie de prendre son camion. Non mais Judith a la raison quand elle dit franchement, on entend, c'est un métier extraordinaire. Enfin, on entend toujours les mêmes mots valises des ministres qui sont pas toujours les mêmes parce que. Mais en fait, il faut embaucher des gens pour rassurer. Nous allons faire en sorte que oui et tout, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui. Regarde l'état de l'hôpital. Service public, j'ai envie de te dire. Oui, du service public. On va parler de l'état de l'Ukraine aussi, puisque c'est votre troisième mot, Albin. L'Ukraine et une attaque russe qui a frappé Kiev ce matin, premier jour de l'année 2025. Oui, 2 morts, 6 blessés. C'est le bilan de l'attaque de drone à Kiev ce mercredi. Les secours ukrainiens ont confirmé l'information sur le réseau social Telegram. Un immeuble et un bâtiment administratif ont été touchés. L'incendie qui s'est déclaré a été rapidement maîtrisé. Vous l'aurez compris, pour le nouvel an, Moscou a décidé de frapper fort. Au total, c'est 111 drones qui ont été lancés
relancée. L'armée ukrainienne affirme en avoir abattu plus d'une 60aine. Les autres ont été neutralisés par brouillage électronique. Autre nouvelle ce matin, le gaz russe ne passe plus par l'Ukraine. Les livraisons vers l'Europe ont cessé avec la fin d'un contrat signé en 2019. Kiev s'en réjouit. Je cite, « La Russie perd des marchés et subira des pertes financières », a déclaré le ministre de l'Énergie. De son côté, le président Zelensky a présenté ses vœux comme Emmanuel Macron. Il annonce une année 2025 de combat sur le terrain comme à la table des négociations. En 2024, la Russie a gagné 4000 km² en Ukraine, 7 fois plus qu'en 2023. Vladimir Poutine a qualifié l'année 2025 de son côté de charnière. Bonne année de Poutine, hein, Françoise Degois. Oui, une année terrible. Une pensée vraiment pour les Ukrainiens parce que, voilà, on entend dans la bouche de Zelensky maintenant depuis 2 mois ce mot qui était inaudible il y a encore 2 mois, c'est-à-dire négociation, la table des négociations. Les Ukrainiens sont épuisés malgré tous les efforts des États-Unis. Évidemment, le changement de président va évidemment accélérer cela avec l'espoir qu'on peut fonder, c'est que les Ukrainiens, c'est vrai ce que dit Alban, c'est que la Russie a repris 4000 km², mais l'Ukraine a pris quelques territoires russes. Donc ça veut dire aussi à la table des négociations, ça peut être utilisé. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est une paix russe. Voilà. Et tout ce que redoutent les Ukrainiens, c'est une paix vraiment à la taille, à la mesure de Vladimir Poutine. Qui ne sera pas en leur faveur du tout. Ce serait une paix terrible pour les Ukrainiens, ce serait une paix terrible pour l'Europe. Donc vraiment, pensez... C'est surtout sur en octobre et novembre que la Russie a gagné beaucoup de terrain. Non, mais oui, mais ça, donc il faut aussi dire que les troupes ukrainiennes sont à bout actuellement. C'est exactement ça. Les Russes sont pas mieux. Mais la réponse, elle va venir de Trump. Bien sûr, évidemment, c'est ça. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est lui qui va calmer tout le monde. Il a l'air parti pour. Les Russes grappillent, comme tu dis, des non, mais les Ukrainiens ont grappillé. Et puis à un moment donné, on va lui dire, bon, tu gardes ça, et puis tu dégages. Dans les frontières telles qu'elles sont aujourd'hui. Oui, mais enfin, disons qu'en fait, je pense que là où Poutine a un petit peu d'avance, c'est qu'évidemment, il a, je sais pas si on va dire ça, russonifié, on va dire, le Donbass, ou cette partie qui, évidemment, a été fait en sorte pour qu'elle devienne russe. Ils sont plutôt pro-russes en général. Donc, ils sont pro-russes. Donc, je pense que peut-être que le fait que Zelensky commence à se dire, bon, ça ne sera à rien si je veux essayer de reconquérir ce territoire qui a déjà été, qui est devenu russophone. Donc, du coup, je vais perdre du temps et je perds de l'énergie, sachant que son peuple actuellement, avec le froid, la météo qui devient de plus en plus rude, et qu'effectivement, Poutine aussi, pareil, on va dire, piétine au niveau de son avancée. Peut-être que l'arrivée de Trump, qu'on le veuille ou non, peut-être ce sera peut-être bénéfique, je pense, que ce soit pour l'un ou l'autre. Et de moins en moins aussi de volonté d'engagement de la part des hommes sur le territoire ukrainien. Je pense qu'il y a une vraie... On a l'exemple des soldats nord-coréens qui sont engagés, plus de 10 000 hommes, et qui sont en train de se faire massacrer. Ils combattent comme dans les années 50. Oui, ils n'ont pas cet entraînement-là. Voilà ce que c'est d'être un pays glacé et complètement fermé au reste du monde. Moi, j'entends tout ce que vous dites. La réalité, si vous voulez, je ne sais pas si Trump va être le sauveur, mais s'il est le sauveur, ce sera au prix des Ukrainiens. C'est ça le problème. Le problème est là. L'Europe n'a pas montré sa capacité finalement à prendre le relais des États-Unis. Incapable. Elle est trop tard. On est trop tard. C'est pas une histoire de volonté aussi. C'est une histoire de trop tard sur l'industrie, ne serait-ce que de l'armement, ne serait-ce que l'industrie de l'armement. C'est trop tard sur les infrastructures. C'est pas trop tard sur la volonté parce que c'est un des seuls moments où l'Europe, avec le Covid d'ailleurs, a été capable de parler d'une seule voix. Vraiment, les Européens ont été là-dessus admirables. Il y a une grosse dissension au niveau de l'Europe actuellement, c'est-à-dire que même au niveau diplomatie et même aussi au niveau de l'Europe, Madame Van der Leyen est tellement décriée que même elle n'est plus audible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les Européens sont en train de se nationaliser, maintenant ils sont limite en train de regretter cette appartenance européenne. Donc du coup, pas tous les quand je dis, j'exagère un petit peu, mais je pense qu'il y a un petit peu quand même aussi, voilà, un petit peu une forme de défiance où on se reconnaît plus dans les valeurs européennes. Ça tombe bien parce qu'on va en parler dans quelques instants. Ça va être le sujet de notre débat du jour, l'Europe, chers amis. Merci beaucoup, Albin. Avec grand plaisir. Allez, dans un instant, justement, on en parle de cette Europe. Vous savez, la Roumanie et la Bulgarie, ils viennent de rejoindre l'espace Schengen aujourd'hui. C'est en supprimant les contrôles aux frontières terrestres, retardés par le veto autrichien qui a été élevé il y a peu. Leur adhésion a été débloquée, du coup, fin 2024. Des contrôles aléatoires restent en place, du coup, pendant 6 mois, pour des raisons de sécurité. Alors évidemment, vous votez sur Twitter à cette question qu'on vous pose. La Bulgarie et la Roumanie intègrent l'espace Schengen. Est-ce que vous êtes pour l'ouverture de l'Europe, chers auditrices,
chers auditeurs, eh bien vous nous dites non à 94%. On sera avec Patrick Martin-Genier, qui est professeur à Sciences Po et spécialiste des questions européennes et internationales pour en parler. Vous restez avec nous surtout. Après une petite pause, on revient tout de suite. Pour cette première 2025 sont avec vous. Nous sommes avec Bruno Pomar, qui est ancien policier du RAID et maire de la commune de Belleflou dans l'Aude. Françoise Degois, éditorialiste radio, conseillère en communication politique. Et puis Abdoulaye Kanté, policier à la direction de la coopération internationale du ministère de l'Intérieur. Allez, c'est parti pour le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Depuis aujourd'hui, le 1er janvier 2025, la Roumanie et la Bulgarie font partie intégrante de l'espace Schengen, mettant fin au contrôle systématique aux frontières terrestres avec les autres pays membres. Après des années d'attente, leur adhésion a été rendue possible grâce à la levée du veto autrichien en 2024, autrefois motivée par des inquiétudes sur la gestion des frontières et la corruption. Si cette intégration simplifie les déplacements frontaliers, transfrontaliers, les contrôles aléatoires resteront en place pendant 6 mois pour garantir la sécurité, surveiller d'éventuels changements dans les flux migratoires. Alors on vous pose la question sur X. La Bulgarie et la Roumanie intègrent l'espace Schengen. Êtes-vous pour l'ouverture de l'Europe? Ce à quoi vous répondez à 94% non. Vous les auditeurs de Sud Radio, vous n'hésitez pas à continuer à voter, puis à nous appeler au 0826 300 300 aussi pour réagir. Nous recevons pour en parler Patrick Martin-Genier, qui est professeur à Sciences Po et spécialiste des questions européennes et internationales. Bonsoir Patrick Martin-Genier. Bonsoir. Et bonne année à vous. Merci, très bonne année à vous et toute l'équipe. Merci. Alors, écoutez, je vais vous la poser la question de manière un petit peu différente. Est-ce que vous pensez qu'effectivement l'ouverture de l'Europe telle qu'elle est en train de se faire est une bonne chose pour sa cohésion et pour que ça se passe bien, tout simplement ? Oui, écoutez, je pense que c'est une bonne chose sur le plan institutionnel et politique. C'est un processus qui était en cours depuis 2023. Depuis le mois de mars 2024, les contrôles aériens, les contrôles maritimes avaient été levés. C'était une décision effective depuis le mois de mars 2024. On est donc dans la suite logique d'une décision qui a été prise ce mois-ci pour lever totalement les contrôles, pour permettre effectivement aux transporteurs, aux camionneurs de ne plus attendre 12 à 20 heures d'attente aux frontières. Donc on est dans quelque chose de logique qui a été permise grâce au fait que l'Autriche a levé son veto. L'Autriche avait un veto, avait peur des flux migratoires. Donc on peut dire que c'est une suite logique de cette décision, même si, vous l'avez dit en introduction, il y aura des contrôles qui seront effectués pendant 6 mois pour voir s'il n'y a pas un afflux migratoire, si les contrôles aux frontières sont bien faits. Donc c'est une chose importante dans la mesure où la Bulgarie et la Roumanie étaient un peu frustrés, considérant qu'ils n'étaient peut-être pas suffisamment intégrés dans la famille européenne. C'est chose faite. Donc pour moi, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas une décision prise à la légère. C'est aussi parce que il y a des contrôles aux frontières qui sont effectifs. La coopération judiciaire et policière fonctionne. Et enfin, également, le système d'information Schengen. Donc voilà, c'est une décision tout à fait logique et on peut s'en réjouir. 13 ans d'attente, ils ont attendu 13 ans avant d'être... 18 ans même, parce qu'en fait, ils sont membres de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler aux gens qui nous écoutent, parce que tu ne l'as pas fait, cher ami, mais parce que ça coule de source pour toi et pour moi, mais il faut quand même rappeler qu'ils sont membres de l'Union européenne depuis 18 ans, 17 ou 18 ans, mais qu'ils ne sont pas, ils n'étaient pas dans l'espace Schengen. Moi, je trouve ça, il faut pas tout mélanger. Je vois bien que là, d'un seul coup, les gens se disent oh là là, encore des pays, encore les frontières, etc. Et la Bulgarie et la Roumanie, elles ont un problème. Elles sont dépendantes. C'est un carrefour déjà stratégique depuis la nuit des temps. On est d'accord sur cette Europe-là. C'est très important. Elles ont accès à la mer Noire. Elles n'ont pas accès à la Méditerranée. Donc, on a des contrôles insupportables. Je regardais un reportage ce matin. Je lisais ça dans un journal suisse, Le Temps d'ailleurs, qui expliquait que parfois à la frontière avec la Hongrie, c'est 30 heures d'attente. Donc aujourd'hui, la Bulgarie et la Roumanie vraiment se libèrent de ces contrôles systématiques et ils estiment, et c'est très important pour nous, on a besoin d'aller vers le haut. L'Europe, elle a besoin de s'enrichir, elle a besoin que les pays qui sont les plus pauvres s'enrichissent. Quand la Roumanie dit c'est plus 2% de PIB pour nous à peu près, finalement cette mesure-là, eh bien moi je pense qu'il faut s'en réjouir parce qu'on a besoin d'aller vers un seuil social plus élevé et c'est bon pour tout le monde. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça.
Alors, attendez, on va faire Bruno Pomar. Est-ce que finalement, d'aucuns vous diraient que ça fragilise quand même les frontières extérieures de l'Union? Oui, et puis en même temps, on parle que de ces problèmes d'immigration actuellement, c'est le sujet principal de tous nos hommes et femmes politiques. On peut s'interroger effectivement, oui, sur le risque d'afflux, encore une fois, d'une immigration qui vient de ces pays, et une immigration qui est, on le voit, de moins en moins contrôlée, ne serait-ce qu'autour de notre propre pays. Je pense qu'il y a quand même des questions à se poser là-dessus. Moi, je veux bien que ça apporte beaucoup à ces pays, que ce soit la Bulgarie comme la Roumanie, mais je m'interroge quant à notre propre sécurité, de façon générale, parce que c'est bien d'ouvrir les frontières à tout va. On voit ce que ça donne comme résultat actuellement. Donc je suis pas contre. Attention, je suis pas contre l'immigration quand je dis ça. Hein. Une immigration contrôlée, c'est ce que j'ai en tête moi depuis toujours, c'est-à-dire celle dont on a aussi besoin, voilà, mais pas de l'immigration à tout prix, parce qu'on voit le résultat actuellement. C'est aussi un renforcement de la coopération européenne. Alors justement, pour être à la coopération internationale, pour avoir suivi des évaluateurs Schengen, parce qu'il faut savoir qu'avant que ces pays puissent rentrer dans l'Europe et tout, ils ont un cahier des charges. Ils ont un cahier des charges à respecter, notamment si je dois parler des évaluateurs Schengen qui vont dans les pays pour voir effectivement tous les dispositifs, notamment en matière de contrôle d'immigration, que ce soit les ports, que ce soit les postes frontières, que ce soit vraiment les outils qu'ils ont à leur disposition. Et si tu veux, ils répondent avec un cahier des charges évidemment de Schengen. Donc si la Bulgarie et la Roumanie... Donc Schengen, ça marche super. Je ne dis pas que ça marche super, mais j'étais avec les évaluateurs, effectivement, donc je peux te dire qu'ils ont vraiment un contrôle vraiment strict sur certains points. Ils proposent, c'est-à-dire qu'ils vérifient, et s'ils voient quelque chose qui ne va pas, bien évidemment, ça remonte à Bruxelles, et je peux te dire que forcément, l'adhésion, ça va prendre plus de temps. Si ça a pris effectivement 18 ans, c'est que l'adhésion, en fait, il y a eu des garanties qui ont été demandées pour justement sur le contrôle migratoire. Bien évidemment, j'étais à Calais il n'y a pas longtemps en mission, tu vois, pour te dire que la crise migratoire, notamment au niveau Calais, c'est que j'étais avec les collègues de la police et frontières, et les passeurs aujourd'hui, non seulement sans être évidemment ce sont des criminels, mais ils utilisent des stratagèmes qu'ils n'imaginent même pas. C'est-à-dire qu'ils profitent maintenant ils sont plus dans le centre-ville, maintenant ils sont en périphérie du centre-ville, voire même en bord de mer, et passer avec des véhicules pour justement recharger les individus pour qu'ils puissent partir. Et là, c'est vrai qu'il faut effectivement des moyens techniques et humains aussi, mais concernant Schengen, voilà, c'est ça. Sur cette gestion des frontières, Patrick Martin-Genier, justement, on entend les préoccupations aussi qui concernent la corruption, la gestion de ces frontières. Est-ce qu'elles ont été tout bonnement résolues ou est-ce qu'elles ont été mises de côté, ces préoccupations? Patrick Martin-Genier. Oui, il n'aurait pas pu effectivement rentrer dans le système Schengen s'il n'y avait pas eu un certain nombre de vérifications. Et il y a des clauses de réserve. J'entendais Bruno Pomar dire qu'il fallait faire très attention à l'immigration, bien évidemment, parce que c'est quoi le système Schengen? C'est dès lors que vous rentrez régulièrement dans l'espace Schengen, c'est le principe de libre circulation. Ce qui veut dire que le corollaire doit être un contrôle très effectif, très important à l'extérieur des frontières de l'Union européenne. Et on a bien vu que c'était là un sujet considérable, très important, notamment sur le plan politique, sur le plan électoral. Car si l'Europe n'assure pas la protection de ses frontières, c'est une garantie pour la montée de l'extrême droite. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que la Hongrie de Viktor Orban a exigé quand même un certain nombre de contrôles supplémentaires pour les frontières entre la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie, de telle façon que si il y avait un problème d'ordre public, que connaît bien Bruno Pomar, l'ordre public, un problème de danger pour la sécurité des pays, eh bien ce système pourrait être remis en cause, mais a priori, dès lors que le Conseil des ministres de l'Union européenne a décidé à l'unanimité d'admettre la Roumanie et la Bulgarie, c'est que des contrôles ont été faits. Il faut s'assurer maintenant qu'il y aura effectivement un contrôle effectif au niveau des frontières extérieures. Oui, mais voilà, mais c'est ce que je veux dire, Patrick, on est d'accord, c'est pour ça que je voudrais décorréler et défantasmer la Bulgarie et la Roumanie, mais et en plus, ce ne sont pas des frontières extérieures, on ne parle pas de ça, les frontières extérieures de l'Europe, ce ne sont ni la Roumanie ni la Bulgarie. C'est vraiment les côtes méditerranéennes, c'est vraiment l'Italie, c'est véritablement l'Espagne. Non, donc on n'est pas à l'abri, si vous me permettez, de la guerre hybride. Non, mais bien sûr. Il y a quand même plus de 400 millions de personnes dans l'espace Schengen qui peuvent en principe circuler sans être soumises à des contrôles. Ça fait quand même pas mal de monde. Comment est-ce qu'on fait pour trouver ça fait pas mal de monde. Il y a les moutons noirs, il y en a aux États-Unis, il y a l'État fédéral, les moutons noirs, il y en a partout. Donc moi, je
veux bien qu'à chaque fois, mais c'est ça le problème, quand vous avez ce crétin, j'en parlerai tout à l'heure, d'Elon Musk, qui vient soutenir l'AfD et qui vient appuyer là où ça fait très très mal en Allemagne, on est dans le fantasme. Ok, il y a 480 millions d'habitants à peu près dans l'Europe, si on enlève dans l'Europe, ce qu'on appelle l'Europe continentale. On est d'accord? Ok, il y a combien d'habitants aux États-Unis? Idem, vous avez des attentats aux États-Unis. Je veux dire, nous sommes focalisés, si vous voulez, sur ce qui ne fonctionne pas. Parlons de ce qui fonctionne. Je parle même pas des travailleurs frontaliers. Je pense que l'Europe est hybridée par sa culture. Je pense que l'Europe s'hybride à travers la culture, à travers l'éducation. C'est un grand bloc qui doit montrer sa puissance et ses valeurs. Je pense qu'il y a des moutons noirs, évidemment, en Europe, qui veulent mettre à mal et à bas nos valeurs. Je pense bien sûr à un Viktor Orban. Je pense que le coup que nous fait Trump d'inviter à son investiture les trois affreux Jojo, c'est-à-dire Giorgia Meloni, Viktor Orban et Marine Le Pen à son investiture, c'est un coup très dur pour nous, pour l'Europe, bien sûr. Mais ça l'installe, quoi. Sauf que l'Europe, on parle de l'Italie, de la Hongrie, ok. Mais l'Europe, ça n'est pas ça. Oui, mais au-delà de ça, évidemment, je suis d'accord avec toi qu'il faut qu'on voit un peu plus loin. C'est-à-dire qu'il faut savoir aussi qui on accueille, entre guillemets, en Europe, savoir qui sont ces personnes qui arrivent, en plus de manière non seulement illégale, dans des conditions hyper difficiles. Et tu sais très bien que quand ils arrivent, ils viennent par des passeurs, avec des fois aussi la complicité de certaines associations bien pensantes, certaines associations qui sont des complices de ces criminels. Mais on entre 5 000 et 10 000 euros. Je veux te dire à quel âge, j'en ai vu des passeurs qui ont forcé des familles, c'est-à-dire des personnes qui ont des enfants à bas âge, à monter sur le Zodiac, même s'il était troué, ils montent et ils sont en train de couler. Donc aujourd'hui, si on ne vérifie pas cela, si on ne met pas les moyens, c'est-à-dire qu'il faut que tous les Européens, c'est-à-dire que la France, elle y met le paquet, que ce soit l'Angleterre, que ce soit les autres pays européens, il faut renforcer Frontex, par exemple. Il faut renforcer Frontex. Frontex aura des moyens complètement dérisoires. Maintenant, monsieur Frontex, qui est maintenant député du Rassemblement National, qui fait partie. Il l'a dit lui-même. Non, mais qui fait pas. Mais oui, d'accord, il l'a dit lui-même. Mais il est lui-même le responsable de sa propre on se calme, on ne s'entend plus. Alors moi je voudrais juste... Si vous me permettez, il y a un axe qui m'intéresse aussi, c'est cette Europe plus intégrée. Est-ce qu'elle peut préserver l'équilibre entre solidarité entre les États membres et protection des intérêts nationaux? C'est une vraie question, ça aussi, Patrick Martin-Genier. Oui, c'est effectivement la difficulté, c'est cette difficulté de l'Europe de s'allier, de pouvoir effectivement trouver des accords. On a vu avec le pacte asile-immigration qui a mis beaucoup de temps à être adopté au niveau de l'Union européenne. Est-ce que ces pays sont prêts à accepter des demandeurs d'asile en contrepartie d'un afflux massif, vous l'avez dit, à partir de la Méditerranée? Donc c'est un vrai défi pour l'Europe. Je voudrais quand même mentionner une chose, c'est que il y a aussi le traitement des demandeurs d'asile qui n'est pas forcément égal d'un pays à l'autre. Par exemple, la Roumanie, elle est très connue pour traiter pas correctement ses demandeurs d'asile. Une procédure d'infraction avait été introduite contre ce pays pour maltraitance des demandeurs d'asile. Donc là aussi, il y a certainement des progrès à faire. Et vous parliez de l'Italie tout à l'heure. On sait très bien ce que fait Giorgia Meloni aujourd'hui. Elle ne garde pas ses demandeurs d'asile. Elle les met en Albanie. Pas ses migrants, et elle les envoie en Albanie, ce qui est parfaitement illégal. Et elle ne veut pas récupérer non plus les migrants dont la demande d'asile doit être traitée en Italie. On voit bien aujourd'hui que cette solidarité est minimale et que certains pays ne veulent plus adopter effectivement une démarche collective de façon à traiter correctement ces demandes d'asile. C'est ça aujourd'hui la difficulté, mais encore une fois, Schengen est là, ça existe, ça fonctionne. Et enfin, vous l'avez dit, il faut que Frontex renforce ses moyens. C'était un des objectifs de la première commission Ursula von der Leyen, de monter jusqu'à 10 000 personnes les effectifs de Frontex. Il faut continuer. C'est une condition sine qua non du succès de cette entrée de deux pays dans l'espace Schengen. Oui, moi, Giorgia Meloni, bon, vous savez que je vis entre la France et l'Italie, entre Paris et Rome, et je vois bien comment Giorgia Meloni manœuvre pour être d'ailleurs très haut encore dans les sondages. C'est une dirigeante qui est aimée, qui est appréciée des Italiens. Vous avez absolument raison de dire ce qu'elle fait sur l'Albanie. Vous avez absolument raison il faudrait rappeler l'hypocrisie quand même des Italiens, l'hypocrisie des grands propriétaires terriens, et c'est pareil en France, Abdoulaye, bien sûr, mais je ne vois pas comment on récolte
les fruits et légumes, si tu veux, quand tu commences à descendre de Rome jusque dans les Pouilles et également en Sicile, sans les travailleurs en situation irrégulière. Donc on est là dans une hypocrisie absolument totale. Et vous avez, je suis d'accord avec toi, Abdoulaye, sur la criminalité des passeurs. Mais maintenant, tu as quasiment des associations qui disent maintenant on va même plus sortir on en a marre d'être accusés d'être finalement les complices des passeurs, alors que nous on arrive, demandez avec SOS Méditerranée, on va sauver des vies. C'est pas parce qu'on va sauver des vies. Non, mais ça dépend des ONG. Mais quand SOS Méditerranée sort et va sauver des gens qui se noient, vous baignez, Judith, moi je me baigne dans la Méditerranée tous les étés. À un moment donné, il va falloir qu'on explique à nos morts, à nos petits-enfants, aux arrière-petits-enfants, on va tous leur expliquer que nous nous baignons dans un cimetière. On ne réalise pas ce qui se passe dans la Méditerranée. Allez, 0826 300 300 si vous voulez réagir, vous le savez, parlons vrai avec vous sur Sud Radio, vous le pouvez. On est toujours avec Baptiste. Baptiste, vous êtes avec nous ? Oui. Alors Baptiste, qu'est-ce que ça vous inspire ce débat ? Est-ce que vous pensez que cette ouverture de l'Europe est une bonne chose ? Avant de parler de l'Europe, juste vous dire une chose, c'est que quand j'entends Abdoulaye dire que les ONG sont les complices des passeurs, moi je travaille dans une ONG. Merci, super. On est au-delà de l'insulte. Là, vraiment, moi, mais ça dépend des ONG. Laissez-le parler. Attendez, laisse-le parler. Très bien, je finis. Il finit. Allez-y, Baptiste. Je répondrai si vous m'autorisez. Non, mais je vous autoriserai, bien sûr. Je vous dis juste une chose, c'est que Judith, vous avez dit plusieurs fois que ça dépend des ONG. Non, ça dépend pas des ONG. Les ONG, dans la plupart des cas, elles ont des conseils d'administration, elles ont des missions sociales, elles ont des objets sociaux. Après, vous parlez d'escrocs. Donc, des escrocs qui aident des passeurs, ça, peut-être qu'il y en a. Ça, je veux bien être d'accord avec vous là-dessus. Faisons attention quand on dit les ONG, en fait, parce que là, il y a un espèce d'amalgame qui est quand même assez dégueulasse. C'est comme si moi, Abdoulaye, je disais, les policiers sont tous des tueurs. Vous savez, je me bats tous les jours contre ce terme-là. Il ne l'a pas dit, justement. Moi, je ne l'ai pas dit. Mais évidemment. Et je me bats aussi contre les gens qui disent ça, qui font ce genre d'amalgame. C'est tout. Je voulais juste dire ça. Vous pouvez répondre, Abdoulaye, si vous voulez. Non, pas du tout. Je peux répondre ? Est-ce que je peux répondre très rapidement. Souvent, on dit que l'essentialisation accouche souvent d'absurdité. Et je vous rejoins sur le fait que je n'essentialise pas tous les ONG. Mais par contre, il y a des ONG, des associations, et je peux vous dire, j'ai travaillé avec des collègues, j'étais à Calais il y a quelques semaines, qui effectivement m'ont bien confirmé, et il y a des vidéos qui l'attestent, où il y a une forme de passivité très réelle de certaines ONG qui facilitent justement le passage de ces personnes, parce qu'ils se disent oui, effectivement, donc ils ont galéré en quittant l'Afrique pour monter jusqu'à aller dans les pays du Nord, donc du coup on va aussi les aider d'une manière. Mais par contre, quand je dis cela, c'est qu'il faut qu'à un moment donné, que ces associations, même si effectivement ils ont des valeurs humanistes, etc., ne se rendent pas complices en facilitant la tâche à ces passeurs. Vous vous rendez compte quand même que la passe attendez, il y a une certaine collision. La passe pour passer pour faire une traversée, c'est entre 5 000 et 10 000 euros. Et sachant que ce sont des mères de famille, des parents qui ont des enfants à bas âge qui montent sur un Zodiac qui est à la fois déchiré parce que le fait qu'il a été jeté sur un rocher, on les force à monter dessus. Et comme l'a dit Françoise, la Méditerranée ou la Manche, ce sont des cimetières. Même la Manche, tu as raison de préciser. Même c'est des cimetières. Et on l'a vu à Calais. Et je peux vous dire que si les associations réellement travaillent avec les forces de l'ordre, je vous le dis vraiment de manière solennelle, qui travaillent, qui nous aident aussi, on va pas les pourchasser, on leur sauve la vie. Il faut qu'à un moment donné que les gens se rendent compte que les forces de l'ordre, qui soi-disant sont là pour pourchasser les migrants, les pauvres migrants, qu'ils soient arabes ou non, c'est pour leur sauver la vie, parce que si on les laisse, ils vont mourir dans ces eaux-là. Je vous le dis. Je suis d'accord avec vous, Abdoulaye, pardon, mais en fait, quand on est une ONG, à quelle heure c'est notre rôle d'empêcher ces gens de venir ou de les dissuader de venir? Mais votre rôle aussi, c'est d'aider aussi les forces de l'ordre à leur sauver la vie. Vous sauvez des vies, on est d'accord? Mais attendez, SOS Méditerranée, ils sont sur leur bateau en permanence, et ils sauvent des vies en permanence. Mais ils peuvent travailler avec les forces de l'ordre, notamment sur les gardes-côtes, justement de dire que voilà, nous avons détecté un Zodiac qui est en difficulté, donc on a besoin de votre assistance. Mais ils le font tout le temps. Honnêtement, Abdoulaye, là, tu connais pas le sujet. Si, je connais très bien, mais j'étais accusé à Calais il y a quelques temps. Je peux dire qu'il y a certains. Bon, on va pas résoudre ce problème Méditerranée, et en plus de ça, vas-y, pas de souci. Non, mais c'est bien.
moi j'ai une autre question, on va revenir sur autre chose. Tiens Bruno, sur ces contrôles aléatoires, est-ce que c'est une mesure suffisante pour prévenir les menaces sécuritaires tout de même? Non, c'est le travail de renseignement qui est important, mais encore une fois, c'est une réponse administrative qu'on fout sur un point supplémentaire dans l'accord qui est fait là. Bon, c'est comme ça. À mon sens, ça va pas changer grand-chose. Ça sert à rien. Ça va pas changer grand. Non, franchement, les contrôles aléatoires, c'est bien ça, c'est un truc d'énarque ça. Ouais, comme ça, on dit on fait quelque chose, mais bon, en fait, on fait pas quoi. Non, j'y crois pas un seul instant. C'est quoi le sujet? C'est le renseignement. C'est mettre tout le paquet sur le renseignement intérieur de chaque pays. Et avec Interpol, Europol, etc. C'est-à-dire tous les organes de renseignement qui existent en Europe, qui peuvent un travail commun. C'est un travail commun pour prévenir du terrorisme. Quoi qu'on dise, le terrorisme existe. Je dis pas qu'ils viennent de Roumanie ou de Bulgarie pour autant, mais ça peut être des lieux de passage aussi. Donc tout ça, c'est un véritable travail à mener, mais c'est fait par les services de renseignement. Donc le coût du contrôle aléatoire. Attention. Abdoulaye Kanté. Pas du tout. Racontez-nous le contrôle aléatoire, justement. Vous le connaissez, vous? Le contrôle aléatoire, non. Je pense qu'évidemment, c'est que toute personne est censée démontrer son identité. Oui. Et après, si effectivement, il y a des soupçons de laisser penser qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, oui, ou bien sur une réquisition du procureur de la République. Et après, il y a l'instinct policier, j'ai envie de dire. J'allais le dire, moi, il faut faire quand même confiance à nos forces de l'ordre. Aux forces de l'ordre qui sont capables, à mon avis, de regarder. Ils sont dépassés aussi par la tâche. Oui, c'est vrai. On est surutilisé, surmobilisé. On va faire réagir Patrick Martin-Genier là-dessus. Allez-y, on vous écoute. Oui, je ne voudrais pas qu'on transforme ce débat sur un débat sur l'immigration qui était bien plus large. Super. Merci Martin. Patrick. Merci. Franchement. Patrick Martin-Genier. Je sais, je vous connais bien. J'ai dit Patrick, bien sûr. Moi, j'adore Françoise Legault également. Moi aussi. On l'aime bien aussi, même si. Même si elle est à gauche, on l'adore. C'est ça. Il n'est pas du tout à gauche, Patrick, mais au moins il a. Monsieur, je me serais pas dans son sens. C'est pas la droite. Il y a des gens fréquentables à droite. Voilà, si je peux me permettre, moi, il faut également penser à la citoyenneté européenne, à la croissance économique. C'est quelque chose qui peut apporter plus de 2% de croissance à ces pays. Ça peut apporter de l'emploi et surtout, ce sont des économies pour les entreprises, des économies considérables. Et également, il n'y aura plus d'attente à la frontière. Il y aura des contrôles, mais ce ne sera plus jusqu'à 12 ou 20 heures d'attente pour toutes ces pistes de camions qui doivent effectivement rentrer librement dans l'Union européenne. C'est l'emploi, c'est la citoyenneté qui va en bénéficier. Voilà. Alors, donc ça, c'est très très important. Vous qui êtes un expert du sujet européen, est-ce que vous êtes pour un centre d'accueil, beaucoup en ont parlé, européen, pour accueillir justement tous ces immigrés, de façon à pouvoir les répartir intelligemment? Je trouve ça très très bien. Mais moi je serais très rapidement. Allez-y, Patrick Martin. En Europe, dans l'Union européenne, mais non pas en Albanie, qui a coûté des millions et des dizaines de millions d'euros aux contribuables italiens, et dont un juge romain a dit que c'était parfaitement illégal à exiger le retour de ces migrants en Italie. Allez, merci beaucoup. Il faut que l'Europe mette les moyens. Merci beaucoup, Patrick Martin-Genier, pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes professeur à Sciences Po, spécialiste des questions européennes et internationales. Baptiste est encore avec nous, on imagine. Baptiste, vous êtes encore là, vous restez avec nous. Je suis toujours là. Voilà, parce qu'on a le blind test, le quiz musical des fêtes qui arrive. Allez, vous restez avec nous tous. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Judith Belair. Les vraies voix sont avec vous et ça discute hors antenne, ça discute à l'antenne. Et là, on va jouer, on va se détendre un petit peu parce que c'est le quiz de l'actu. 0826 300 300 si vous voulez nous appeler, réagir ou jouer avec nous. Vous le pouvez, vous le savez, c'est le standard de Sud Radio. On est avec Bruno Pomar, qui est ancien policier du RAID et maire de la commune de Bellefou dans l'Aude. Françoise Degois, qui est éditorialiste et conseillère en communication politique, et Abdoulaye Kanté, policier à la direction de la coopération internationale du ministère de l'Intérieur. Alors, Baptiste, vous êtes là, hein ? Alors, Baptiste, il faut que vous choisissiez une vraie voix et ensuite vous allez faire équipe avec et c'est à la meilleure équipe qui gagne, c'est-à-dire à qui trouve la chanson que vous allez entendre. Alors, vous choisissez qui, Baptiste ? C'est embêtant parce que d'habitude je fonctionne par élimination, c'est-à-dire que j'élimine d'office Philippe Bilger. Voilà, pour des raisons que tout le monde comprend bien. Mais là, du coup, je connais pas Abdoulaye et Bruno, donc ils sont très bien. Je vais aller avec François. Ouais, c'est bien. On va faire la team de gauche contre la droite modérée. Ça ira pas mal. La droite modérée de Abdoulaye et la droite un peu de Bruno. Ça y est, on va traiter le macronisme sur les réseaux. Non, mais c'est rien
humaniste. Bon, vous êtes prêts? On se concentre, les amis. Bonjour, je suis une pétasse. C'est moi. Bonjour, je m'appelle François, je suis une pétasse. Ok, alors, on se calme. Vous êtes prêts? Mais concentrez-vous, enfin. Il est en train de regarder les features G sur moi. Il n'y a que des trucs faux. J'ai jamais braqué. J'ai un paquet de dire un truc. Jamais. Bon, est-ce qu'on le fait, ce quiz? Oui, vas-y, c'est parti. Alors, le thème du jour. Attendez, enfin. Le thème du jour, c'est l'amour. C'est parti, je pars. Quand même. Hein, c'est l'amour. Voilà, c'est l'amour. Parce qu'on peut se le souhaiter, l'amour, quand même, pour 2025. Bien sûr. Allez, Maxime. Qu'est-ce que c'est? Un truc de vieux, ça. Ouais, c'est. Ah oui, c'est un truc de vieux. C'est un truc de vieux. Mais moi, je suis vieille, alors. C'est vrai? C'est Rolly Agazas, non? Non. Dalida? Non, mais il faut mettre la voix Frédéric du François. gars à un moment donné. Attendez, ça commence quand le black? Ça y est, c'est fini. On peut avoir le refrain ou quelque chose, ou la voix? Non? Celentano. Adriano Celentano. Non. Mais qu'est-ce que c'est ce truc? Ça, vous connaissez pas? Mais non. C'est Léonard Cohen. Il est fort, Baptiste. Léonard Cohen. Dancing to the End of Love. Il a fait un Shazam pendant que ça passait. Comment ça? Il a fait un... Qu'est-ce que c'est que ces histoires là? Non, je te plaisante. Baptiste, je te taquine, ça va. En plus, il est dans votre équipe, François. Mais moi, j'adore, il a gagné. Il faut pas qu'il compte sur vous. Je tiens à remercier ma femme qui a lancé opportunément Shazam pour m'aider. C'est pas bon, on a compris comme ça. On a compris. Il y a un point en moins parce que vous avez. Non, mais il reconnaît. Il reconnaît qu'il a utilisé Shazam. On fait quoi? On garde le point ou pas, Maxime? Oui, bien sûr. On est bons joueurs. Pardonné, on lui donne 0,5. Allez, 0,5. T'as raison. C'est sympa. Allez, titre numéro 2. Edith Morricone. Edith Piaf, non. Mais oui, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon ami, il est à l'amour. Tu pourrais laisser quand même. Encore un peu. Une heure. Ouais, mais elle aurait pu laisser Françoise un petit peu la chanson passer quand même. C'est pas normal. Vraiment, tout ça, c'est tellement magnifique. Tellement beau. De se le dire. Waouh. Ah ouais, Françoise de Gouin en live. Elle est imprégnée. On peut avoir les années 2000? C'est pas sûr, hein. Sur les chansons, là. Vas-y. Ah oui, tu les coinces là. Et écrivez Baptiste, on est à fond, on est en train de gagner. Numéro 3. Patricia Cass. Ah putain. Ah non. Ah, sur les premiers. C'est Shazam ou pas? Non, c'est pas Shazam. Là, c'est pas Shazam. Moi non plus. Là, je suis perdu. Alors, excusez-moi, je voulais juste faire remarquer à quel point la gauche, comme à l'Assemblée nationale, domine tout. Voilà. Ouais, c'est une illusion, hein, c'est ça. C'est une illusion, c'est ça. Tu sais, ils acceptent pas le réel. La gauche a gagné, mais elle a jamais gagné pour jamais. On peut se poser la question. Allez, chanson numéro 4. On est à combien de points là, tu peux? Vous êtes à 2,5. Jacques Brel. Oui. Putain, mais c'est. Non, mais là, non, mais il est fort, il est bon. Non, il a pas Shazam. Ça va trop vite. Mais ça, c'est beau. Tu utilises Shazam, c'est pas possible. Non. Et c'est pas parce qu'on gagne qu'on triche. Ah, nous on doute quand on est flic, on doute toujours. Oui, c'est ça, c'est la gauche, c'est la gauche. Ils accouchent toujours de allez, Bruno Abdoulaye, là, concentrez-vous. Merveilleux amour de l'aube claire jusqu'à la fin. En plus, il nous largue. Ouais, non, c'est vrai, franchement, là. Allez, chanson numéro 5. Chut. Angie. Non, c'est moi qui l'ai dit en premier. C'est moi qui l'ai dit en premier. Qui l'a dit en premier? Non, c'est moi qui l'ai dit en premier. Non, je suis franchement. Mais pour moi, c'est Abdoulaye. Merci. François, je disais Bah oui. Merci. Non, François, t'es mauvais joueur. Merci. Oui, excusez-moi. Mais ça va vraiment exploser là. Vous êtes déjà en train de Non, j'ai mais c'est la honte. Je l'ai dit en premier. Il a fait que suivre. Non, t'as rien dit. Tu connais même pas Angie. Tu connais même pas les Rolling Stones. Je suis pas sûr. Il a rencontré Johnny. Pas Johnny. Non, Robbie Jagger. Quelle mauvaise foi. Allez, vous êtes prêts? Numéro 6. Attention, ça c'est récent. Angèle? C'est dur. Alyosha Schneider.
Alors, il a fait Shazam. Non, vous faites Shazam, Baptiste. Baptiste, il se fout les... Non, il a raison, c'est vrai, c'est assez facile. Mais ça va super vite. Mais c'est parce que je suis jeune. C'est Bruno. Quel âge est-il? Vous avez quel âge, Baptiste? Il a 35 ans, 40? 39, ouais. Ouais, c'est ça. Tu peux pas connaître ses titres alors. Pas possible. Alors, allez, on peut avoir une culture. Je suis pas. Ou bien c'est ta femme qui a 70 ans. On a compris que Françoise et Baptiste ont déjà gagné. On se met un dernier titre pour le allez, bon plaisir. Allez. Sting, ouais. Non. Police. Merci. À noter que le seul titre que trouve Bruno Pomar, c'est Police. Ouais. Tu vois, ça s'appelle la discrimination. Ça. Ouais, c'est ça. C'est Sting. Allez, on se met le refrain un peu là, 2 secondes. C'est Sting, Stewart Copeland, Andy Summer, les trois, le trio. Copeland à la barre. Trop bien, incroyable. Ouais. Eh bien, vous avez gagné, Baptiste et Françoise. Baptiste, vous nous avez impressionnés. Il est fort, ce Baptiste. Même s'il a chasamé un peu. Non, il n'a pas chasamé beaucoup. Bon, Baptiste et Françoise, vous êtes à 4,5 du coup. Chers auditeurs, si vous voulez jouer avec nous, vous nous appelez au 0826 300 300. Vous le savez, vous pouvez réagir. Vous pouvez passer un coup de gueule, un coup de cœur. Sud Radio, c'est votre radio. Merci, Baptiste. Merci Chers amis, Salut. vous restez avec nous dans un instant. Bonne année, Baptiste. Merci. Ouais. Et vive la gauche. On va partir au répondeur dans un instant. Puis il y aura aussi mon coup de cœur, parce que il y a des coups de cœur. Allez, à tout de suite. Eh bien, ça chante dans le studio, on s'éclate avec les votre vraies faute, voix. vous avez qu'à pas mettre des quiz musicaux. Maintenant, on est dans. Est-ce qu'on peut mettre une chanson dans la Est-ce que tête je des peux gens? rappeler les vraies voix avant de mettre une chanson dans la tête des gens? Vous avez envie de chanter, hein? Oui. Dans la Allez-y. vallée, la 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 la. Vous avez compris, hein, c'est Françoise Degois, notre éditorialiste, qui est en train de chanter. On est aussi avec Bruno Pomar, qui est ancien policier du RAID, et Abdoulaye Kanté, policier à la direction de la coopération Que des flics, quoi. nationale Super. Bonne année, François, en 2025. Allez, 0826 300 300, on file au répondeur. Daniel, mon cuclotte, meilleurs vœux à tous. Espérons pour l'avenir de la France des politiques compétents. Emmanuel Macron nous regardait, alors se repent, se confesse avant sa fin. Plus incompétent, on meurt. Preuve l'état de la France. Qu'il se reconvertisse dans le théâtre, sa spécialité. Bonne journée à tous. Elle est sévère, Daniel. Il était bon dans le théâtre en plus. Alors, on va s'étaler un peu, mais pas trop, parce que c'est aussi le sujet de notre débat, mais on peut en parler quand même. Allez-y, Abdoulaye. Effectivement, je pense que après tous les politiciens, tous les politiques, c'est ça qu'elle dit. Après, je ne veux pas non plus tous les essentialiser, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est du théâtre. Donc, on sait qu'être politique, c'est aussi faire du théâtre, de la comédie, essayer on va dire, de vraiment faire imprégner les gens pour les captiver. Est-ce que depuis ces derniers temps, on se rend compte que ces personnes qui sont censées être des décideurs des élites sont devenues inaudibles par leurs propos, par leurs paroles, par leur prestance et même aussi des fois par certaines aussi décisions qui sont prises. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la crédibilité. Françoise, toi qui es j'ai envie de dire, quelqu'un qui adore la politique, qui vit politique, qui dort politique, est-ce qu'aujourd'hui, tout ce que l'on voit, ça dessert, on va dire, la politique. Est-ce que les gens aujourd'hui ont envie d'aimer la politique avec tout ce qui se passe? Je suis d'accord avec Abdoulaye, et je suis d'accord parce que intuitivement, moi, depuis quelque temps, je conceptualise l'idée que de toute façon, c'est fini. Il faut arrêter la communication politique. C'est une sorte de déconnexion, quoi. C'est-à-dire que la communication politique a tué complètement la politique. Totalement. C'est-à-dire que la réalité, c'est que ce pays est d'ailleurs, on entend bien, ce pays est très mature politiquement. C'est un des plus grands pays politiques du monde, la France. Et on a tellement utilisé la communication, on a tellement utilisé ce qu'on appelle les punchlines. On ne peut pas entraîner un pays, surtout dans les difficultés dont parle Abdoulaye, qu'on voit tous. On ne peut pas, dans ces heures sombres, dans ces moments si difficiles, on n'entraîne pas un pays avec de la com et des tuyaux vides. Et ça n'est pas Emmanuel Macron le principal responsable. Il pousse cela au paroxysme, Emmanuel Macron. Mais ça commence vraiment, véritablement. Je pense que quand Mitterrand disait je suis le dernier des grands présidents, après moi vous n'aurez que des banquiers et des comptables, il avait tout à fait raison. C'est-à-dire que je pense vraiment que les enfants de la télé, Sarkozy, Hollande, là on sent le quinquennat, le raccourcissement, eh bien on sent qu'on a ouvert la boîte de Pandore de la communication, c'est-à-dire de vendre du vide avec du vent. Et là, c'est le ras-le-bol complet de ce peuple français qui est très politique. Trop comme ça tue la parole, Bruno Pomar, en fait. Ouais, mais
Moi, la politique au sens large du terme, moi je suis un petit élu du rural et il y en a plein, il y a 35 000 élus. C'est super ce que tu fais. Moi j'aimerais bien faire ça, franchement. Alors, moi, je trouve ça. Future carrière. Non, mais même un village de 200, 300 habitants, tu as le sentiment que tu fais des trucs. Tu vois l'envie de son engagement. Alors moi, j'ai pas une grosse charge de travail. On est 11 élus quand même pour 125 habitants. C'est vachement mais il bien. y en a plein. Il y a 35 000 communes, il y en a 16 000 de petites comme la mienne. Bref. Et je trouve qu'on se perd surtout avec cette élite politique qu'on voit sans arrêt sur les plateaux de télé, etc. C'est-à-dire les mecs qui ne font que communiquer, disserter. Je reprends une phrase de Jaurès, ça va plaire à François, ça. Tiens, qu'est-ce qui t'arrive, Jaurès sur les politiques. Non, mais je sais que tu viens de la gauche, toi. T'aurais dû y rester, d'ailleurs. Tu crois? Mais il n'y a pas la force d'agir, il disserte. C'est Jaurès qui a repris une phrase. Mais je trouve que c'est ça. C'est actuellement, la dissertation, ça veut dire venir sur les plateaux de télé, communiquer, dire tout et n'importe quoi. Et ça a dévalorisé totalement la fonction du politique. On le voit à l'Assemblée nationale, c'est l'exemple même. Mais à côté de ça, il y a plein d'hommes politiques locaux qui font un travail formidable. De représentation, on peut le dire. Oui, de représentation, parce que quand on voit le bazar qu'il y a à l'Assemblée nationale, c'est catastrophique. C'est vrai que ça donne pas une belle image. Je pense qu'il faut dire la vérité qu'une grande majorité des Français ne se ressentent pas, ne sont pas représentés dans cette Assemblée. Alors, je ne suis pas d'accord, parce que moi je pense que l'Assemblée, Macron. Attendez, laissez-le terminer. Non, mais François, je pense que tu vois, c'est que si on met tout sur le président Macron, c'est trop facile. Tu sais, l'engagement politique, c'est quelque chose de super. T'as des gens en fait aujourd'hui, c'est que ils vont se battre pour un siège, pour un titre, mais ils vont oublier l'intérêt commun. C'est-à-dire que ce pourquoi les gens. Mais c'est une réalité. Moi, tu sais, je vais dire un truc de mon petit niveau de connaissance, on va dire politique. Je me dis que quand je voyais un politicien, que ça soit même un député, pour moi c'était quelqu'un vraiment de. Franchement, ça représentait. C'était vraiment un élu. Il fait la loi et quelqu'un d'énorme. Quand je vois les députés aujourd'hui, et je me dis que malheureusement, je me dis que malheureusement, c'est vrai qu'on est dans une régression qui est quand même dommageable. Parce que ça donne pas envie aux gens de regarder la politique. D'abord, l'Assemblée nationale, elle a connu des heures où tout le monde s'engueulait. Je te signale que c'était terrible. Relis les discours politiques. Laisse-moi finir, Abdoulaye, à l'époque où Victor Hugo est un élu. C'est délirant. Ils se mettent sur la gueule. Mais bien sûr que si, ils se traitaient même de juifs. Ils étaient bien habillés. Non, mais sérieusement, arrêtez. Il faut. Encore une fois, je vais finir. Non, parce que c'est qu'on s'attaque un peu à la gauche et ça la gêne. Mais laisse-moi finir, merde. C'est vraiment fatigant. Je pense pas du tout que je m'attaque je m'attaque pas à la gauche. Je pense. Tu n'attaques pas à la gauche. Les politiques en général. Laissez-la terminer. Vous avez des gens de droite, des élus. Je ne suis pas d'accord avec cette espèce de populisme, Abdoulaye et l'autre de Bruno, qui consiste à dire que tous les élus se foutent rien. C'est pas vrai. Mais des gens, vous avez des élus sur tous les bancs de l'Assemblée. Vous avez des députés qui sont extrêmement sérieux, qui bossent en commission des lois. Pas parce que vous avez 4 abrutis qui glapissent. Tu reconnais quand même. Mais bien sûr. On a dit que il y a des abrutis à droite aussi qui glapissent. Il n'y a pas que de la France insoumise. Merci à tous les trois. Vous restez avec nous, chers auditeurs, parce que dans un instant, c'est un coup de cœur. On se détend un peu. Allez, à tout de suite. C'est Alexis. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Judith Belair. Eh bien, d'habitude, c'est un coup de gueule que fait mon collègue Philippe David. Moi, je vous fais un coup de cœur parce que 2024, c'était l'année de l'inclusion. Alors, souhaitons que cela continue en 2025. On débute par la réussite des Jeux paralympiques de Paris 2024 et la mise en lumière des parcours d'exception de nos athlètes, avec notamment Kevin Piette, par exemple, paraplégique, devenu le premier porteur de flamme olympique équipé d'un exosquelette. On continue avec quelques belles aventures aussi. Il y a eu le nageur d'exception, Théo Curin, qui est le premier athlète handisport à rentrer au musée Grévin. En musique, Oxmo Puccino a offert un concert de rap chansigné à la Philharmonie, une performance inédite qui a rendu la musique accessible aux sourds et malentendants. Sur grand écran, le cinéma s'est aussi engagé. Il y a eu le film Un petit truc en plus, comédie pleine de tendresse, d'humour, qui a conquis plus de 11 millions de spectateurs en abordant le handicap avec justesse. Côté social, une avancée législative majeure en France garantit désormais la présence d'AESH durant la pause méridienne pour les élèves en situation de handicap, ce qui est un soulagement pour les familles. Et côté innovation, alors une ceinture haptique révolutionnaire permet aux personnes malvoyantes de percevoir leur environnement via des stimulus tactiles qui représentent des obstacles ou des éléments autour d'elle, permettant à la personne de sentir son environnement et de mieux s'orienter. Des moments à saluer qui nous montrent qu'un monde plus inclusif est possible puisqu'il existe. Ça fait du bien, non ? Ça me fait du bien que vous ça fait du bien de se dire que ça fait du bien. Mais écoutez, c'est vraiment... Non, mais c'est vraiment génial et moi je trouve
trouve ça super. Tu sais, chaque fois que je prends le métro, j'ai vraiment honte en fait. Parce que je me dis, si j'étais en situation de handicap, pas forcément sur un fauteuil roulant, mais même avec une difficulté de marcher, une poliomyélite, etc. C'est un enfer le métro parisien. C'est un enfer. C'est impraticable. C'est impraticable, totalement impraticable. Et j'ai vu que Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, etc. ont pris des engagements, et ça me paraît très puissant, pour les années à venir, pour vraiment équiper le métro. Mais tu as raison de rappeler ça, c'est très fort. Même si ça n'a pas été trop suivi d'effet dans les subventions au sport, au handisport. Non, mais il y a quand même pas mal de choses qui bougent. Franchement, quand tu vois, moi je me disais vraiment, les Paralympiques, ça va pas être le même engouement que les JO. Ça a été extraordinaire. Je n'arrivais plus, même moi, à me décrocher. C'est quand même sympa de se dire qu'on peut être tous ensemble pour améliorer cette société. Et ça, voilà, c'est une preuve. C'est beau, la force du cœur humain. À un moment donné, on parle toujours, on a les tendances de vie les plus noires, mais le cœur humain, il est magnifique. Voilà. C'est ce qui fait, je pense aussi, très rapidement aussi, cette force française qu'on n'entend pas forcément, tu sais. Cet optimisme qui est des fois masqué par le marasme et tout, de la polémique qui, on va dire, masque cela. Quand on voit l'épisode vraiment magnifique des JO, que ça soit même aussi au niveau sécuritaire, même avec Bruno, on va se rejoindre là-dessus, ou au-delà de ça, c'est qu'il y avait vraiment bon vivre dans ce pays qui est la France. C'est-à-dire que franchement, on s'était dit que on était en cette période où vraiment il y avait une forme de marasme, que ce soit politique, que ce soit même dans la vie de tous les jours. Et là, cette espèce d'embellie qui est arrivée. C'est la force de la France, en fait. Et on peut le faire. Et c'est vrai que quand on voit aussi la construction de Notre-Dame, certains vont y prendre mais c'était un truc. C'était sublime. Et voilà, restons là-dessus. Oui, non, mais je partage ce qu'ont dit mes deux camarades. Je crois qu'on est capable, dans des moments forts, d'exceller, d'être solidaire et d'avancer. Puis à côté de ça, on est capable de s'entretuer. Non, mais on est un peuple paradoxal. Moi, j'adore. C'est pour ça qu'on a fait la révolution. Oui, je signale quand même aussi le comportement exemplaire des policiers, mais pas simplement français. Non, mais pendant les JO, c'était juste extraordinaire. Les policiers du monde entier. Moi, je me suis fait contrôler par des Coréens. C'était délicieux. Alors, ils sont comme ça. Bonjour, madame. Non, mais c'était extraordinaire. Tu vois, les Mexicains qui contrôlent le carrefour. Écoute, une gaucho qui accepte de se faire contrôler quand même. On avance. C'est des Coréens. Écoutez, vous étiez très adorable pour une fois. Ça va. On enchaîne. On est pris par le temps. Le tour de table des vraies voix, c'est parti. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine. Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. On va continuer sur une note positive, Bruno, avec vous, puisque vous voulez faire une petite dédicace quand même à nos forces de l'ordre pour cette nuit du Nouvel An, qui s'est très très bien passée en fait. Oui, 10 000 forces de l'ordre mobilisées avec Sentinelle. Il ne faut pas oublier nos militaires aussi, mais la police municipale de Paris aussi qui a été mobilisée. Si on parle que de Paris, mais de façon générale en France et dans les grandes villes où il y a eu beaucoup d'activités, beaucoup de moments festifs, c'était important de voir que nos policiers encore sont mobilisés et ils ne le sont pas que depuis qu'on a le Noël et le jour de l'an. Ça fait des années malheureusement qui sont archi sollicités à travers toutes les manifestations qu'on a connues. Les Jeux Olympiques ont mobilisé aussi beaucoup de policiers français et étrangers. Bref, voilà, ce sont les remparts pour protéger notre République, ce sont nos véritables remparts, nos policiers. Voilà. Et des fois, quand on leur tape dessus, je trouve que c'est un peu difficile. Donc c'est pour ça que je voulais leur faire cette dédicace, parce que je trouve qu'ils ont été admirables. Ce qu'on a vu sur le terrain, les bleus, comme on dit, et c'est important, c'est pas péjoratif de dire les bleus, c'est important. Montrer notre force, éviter le pire. C'est ce que voulait évidemment le préfet de police et le ministre de l'Intérieur. Et puis tous ceux qui travaillent derrière, c'est-à-dire la DGSI, Pharos, toutes ces services qui sont là, mobilisés pour observer tout ce qui se passe. Formidable. Encore une fois, il n'y a rien à dire. Leur tirer le chapeau. Encore une fois, ils ont dû avoir d'ailleurs leur prime des JO qui est tombée. Vous allez répondre là-dessus ? Mais je crois que ça a été fait, non, Abdoulaye ? Si j'ai le sourire, c'est que oui. Bon, mais voilà. Donc voilà. Est-ce qu'elle est correcte ? Parce que vous méritez. Non, elle est correcte. Je pense qu'on avait entre 2009. Donc voilà, c'est ça. C'est pas mal. Mais en fait, on avait des craintes avec le changement évidemment du gouvernement, avec les restrictions budgétaires et tout. Mais bon, il y a une parole qui a été donnée, donc il faut saluer quand même le ministre Darmanin qui a vraiment tenu sa parole. Et je pense que oui, évidemment, la parole a été que on a sacrifié aussi nos vacances. C'était pour la bonne cause, mais effectivement, oui, on l'a reçu. Mais ça met du beurre dans les épinards. Mais au-delà de la prime, je pense que pour avoir été d'astreinte et tout ce soir, hier soir, et je pense que oui, Bruno a raison de le dire, c'est qu'il faut saluer aussi ces femmes, ces hommes qui étaient mobilisés justement pour que les festivités du jour de l'an de la Saint-Sylvestre se passe pour le mieux possible. Quand on voit 1,3 million, donc j'avais le résultat de la jauge à 23h, 1,3 million de personnes sur les Champs-Élysées qui étaient là, et je peux vous dire que
tout s'est très bien passé. Aucun incident n'a été déploré. Et il faut saluer aussi le gros travail de la préfecture de police de Paris, qui s'imprègne évidemment de ce qui s'est passé pour les JO. Donc, tout ce aussi à travers aussi notre territoire et aussi à Mayotte. Je pense aussi à nos collègues aussi qui sont à Mayotte, qui font un travail aussi vraiment extraordinaire, qui sont loin de chez eux. Et même ceux qui sont sur place, qui ont tout perdu. On a des collègues quand même qui ont perdu aussi beaucoup de choses là-bas. Et il faut aussi rendre hommage à ces personnes qui sont là pour protéger les citoyens avant tout. Moi, j'ai rien à... C'est forces de l'ordre qui s'engagent pour nous. Oui, quoi. moi j'ai toujours eu... Moi, vous savez, je suis la gauche républicaine, donc j'adore par exemple le 14 juillet parce que c'est l'armée de la République qui défile. Hein. J'ai un petit côté valse, je trouve. Non, j'ai un côté chevènement comme ça et Ségolène Royal. Voilà, pas valse. Mais pas valse, pourtant. Non, quelle horreur. Si, il nous a fait beaucoup de choses. Moi, je suis très les hussards noirs, etc. Et simplement, c'est vrai que je suis très heureuse que la page Gilets jaunes ait été refermée, que la page Castaner surtout ait été refermée, parce que quand vous obligez des policiers à régler des problèmes politiques, voilà ce qui se passe. Il s'est passé en fait les Gilets jaunes, c'est-à-dire qu'on a laissé en réalité la police. C'est une page assez noire, moi je trouve, de l'histoire de la police française. Noire, pas noire, mais en tout cas douloureuse. Politiciens surtout. Non, mais douloureuse et hors de compteur désordre. Un ministre de l'Intérieur qui est pas à la hauteur, un président de la République qui est complètement évanescent, et des policiers finalement qu'on laisse face à des gens dont ils peuvent absolument partager les revendications, en réalité des gilets jaunes à l'époque, et à qui on donne la mission finalement de régler la question politique. Et bien voilà, c'est la chose qu'il faudra plus jamais refaire. La France aime sa police, véritablement. Moi je pense que les Français aiment leurs policiers, et quand les policiers ne sont pas mis dans des situations impossibles, ils sont au top. Dis donc, tu peux le dire à tes amis de la NFP s'il te plaît. Mais tous mes amis de la NFP, je pense qu'il va falloir que tu arrêtes de confondre NFP et LFI, tu vois. Ça n'a rien à voir. Ou les appartements. Non, mais arrête de penser que tout NFP c'est LFI. Travail, c'est pas vrai, je travaille rien du tout. Mais t'as des dossiers, ils sont vraiment, il y a des trous dedans. Je vous laisse vous engueuler, vous allez remarquer. Non, mais c'est extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est fou, ça. arrête de dire que LFI. C'est là où tu vois que ça marche pas. Mais arrête de dire que LFI est le patron du nouveau Front Populaire. Mais pourtant, ils ont besoin de la police aussi. Ils ont besoin de force aussi. Ils ont besoin aussi de la police. Non, mais de mauvaise foi surtout. Ils ont besoin de la police. Non, on s'en fout. Moi, je suis social-démocrate, j'en ai rien à foutre de LFI. On peut être NFP et fréquentable, c'est ça que veut dire François. Elle sait faire des pirouettes, elle fait de la politique. Mais non, mais je fais pas des pirouettes, c'est la réalité. Un pied par-ci par-là et un pied au centre et tout revient. Je suis pas au centre, ni macroniste, je m'en fous. Vous allez reprendre la parole dans un instant, puisque vous allez avoir votre tour de table des vraies voix, puisque ça continue juste après une courte pause. Non, tout gentiment. Elle a tout de suite. Studio, c'est chaud. Ça va jamais. C'est les vraies voix de l'info. Bon, vous l'entendez dire oh là là, vous avez remarqué, c'est Françoise Degois. Alors arrêtez de l'embêter, Bruno. Ça suffit. Mais c'est tout la gauche. Concentrons-nous. Tout est la faute de la gauche. Vous savez, couper le Vice de Soissons, c'est Olivier Faure qui l'a cassé. Vous allez me dire aussi si Elon Musk, c'est de la faute de la gauche ou pas. En tout cas, il soutient l'alternative pour l'Allemagne en Allemagne. Moi, voilà, il y a quelque chose qui. Il faut dire ce que c'est l'alternative pour l'Allemagne. C'est l'extrême droite la plus. D'abord, c'est l'extrême droite la plus pas caricaturale, la plus essentielle, à tel point d'ailleurs que même Giorgia Meloni et même le Rassemblement national prennent toujours leur distance avec l'AfD. L'AfD, c'est véritablement la quintessence de l'extrême droite allemande. Oui, c'est nazifiant. De la même manière que Giorgia Meloni, au début de sa carrière, était tout à fait fasciste, néo-fasciste. Depuis, elle s'est un peu ripollinée. Mais l'AfD, c'est véritablement ça, c'est le cœur de la matrice. Et que Elon Musk intervienne dans le débat allemand. Alors, il est d'abord intervenu sur son application qui lui appartient, bien sûr, sur X, en disant seule l'AfD peut sauver l'Allemagne. Mais il est carrément intervenu il y a 3 jours dans une tribune Die Welt, voilà. C'est l'immense journal allemand, c'est l'équivalent du Monde, journal de référence. Il est intervenu dans une tribune pour expliquer à quel point. Et donc, c'est très grave de troubler le jeu. Vous vous rendez compte quand même que cet homme le plus riche du monde, d'abord, s'est offert un président des États-Unis, parce que c'est dans ce sens qu'il faut le voir. Il va être omniprésent jusqu'à ce qu'il s'engueule avec Trump, ce que j'espère. Il va être omniprésent. Ils ne sont pas loin, il paraît là. J'espère bien déjà. Ils ont des égos. Il va être omniprésent. Il a été omniprésent dans la campagne américaine qu'il a littéralement
littéralement acheté aussi à coût de millions de dollars. Il rentre dans la campagne allemande, il trouble les esprits. C'est-à-dire que c'est ce que je veux dire, que son interview, enfin sa tribune dans Die Welt n'est pas anodine. Elle n'a pas laissé indifférents les Allemands. C'est quelque chose de très puissant. S'il met les moyens qu'il a mis, même si c'est très limité, évidemment, ça n'a rien à voir, les campagnes européennes et américaines, les moyens qu'il a mis pour faire élire Donald Trump, les moyens, s'il met les mêmes moyens, c'est une élection de tous les dangers vraiment en Allemagne en février. Ça ne veut pas dire que Scholz n'a pas de responsabilité là-dedans, mais en tout cas, pour moi, c'est l'international des réactionnaires qui se met en place, c'est affreux en fait. Bruno, on parle d'ingérence en fait, oui, pratiquement là, c'est de l'ingérence. Oui, mais quand même, les gouvernements sont quand même, c'est pas parce qu'il est multimilliardaire que le mec il va tout changer. Il est très écouté en tout cas. Il a un poids, il a la puissance de l'argent. Moi, ce qui m'a étonné d'ailleurs, c'est quand on l'a vu passer à la cérémonie de Notre-Dame devant les grands de ce monde, tout le monde le regardait comme Dieu. C'était vraiment troublant. En plus, elle me voit. Non, mais tu vois, ça m'a troublé, moi. Les mêmes choses, de voir le regard que les gens portaient sur Trump. Ce mec, a quelque part, alors ça va faire bondir sur François, c'est quelque part a du génie. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Il a du génie, c'est un provocateur, c'est certain. Il s'est extrémisé totalement, mais à mon avis, c'est un mec qui est hors satellite, il ne sait plus où il en est. Mais par contre, à côté de ça, il a fourni Starlink à Mayotte. Ouais. Je suis d'accord. Même aussi, le pouvoir qu'il a de l'argent, effectivement, il peut tout se permettre. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, là, quand on voit que ce type-là est parti de rien et qui est devenu un génie, et surtout, on le critique, mais on utilise aussi son outil qui est ex-Twitter, et qu'il a cette capacité, on va dire, il s'est dit que non, maintenant, je vais sortir de cette idéologie des médias mainstream et que je vais écouter vraiment ce que pensent réellement les gens. C'est-à-dire que même des gens qui n'ont, je suis désolé de dire ça, qui ont une certaine médiocrité intellectuelle, ils vont dire, oui, vous avez le droit à la parole, vous avez le droit de ne pas croire, par exemple, en des faits scientifiques qui sont prouvés, mais vous avez le droit aussi de le dire. Et c'est vrai que, malheureusement, c'est que des personnes qui sont rationnelles et qui, quand ils lisent ou qui voient ce genre de choses, ça permet de mettre le doute, d'où, par exemple, l'élection, en Allemagne, où, effectivement, il y a eu l'attentat extrémiste, et que là, tout d'un coup, il est apparu là-dessus, et qu'il a ce pouvoir, on va dire, médiatique, de pouvoir influer sur les esprits. Et c'est vrai que c'est quelque chose sur laquelle, effectivement... Abdoulaye, comment tu vas te sentir, sérieusement, Judith, Abdoulaye et Bruno, comment vous allez vous... Non, mais arrête, moi je fais pas de l'intellectualisme. Comment vous allez vous sentir si l'AfD gagne les élections en Allemagne, sérieusement? Voilà, enfin, je veux dire, il y a un moment donné, si tu veux, l'histoire, elle repasse les plats. Moi, je ne fais pas partie des gens qui pensent que l'histoire ne repasse pas les plats. Elle les repasse toujours. Il faut faire en sorte de la plus mais voilà, donc si à un moment donné, tu vois la charge symbolique, ok, de l'AfD qui gagnerait les élections en Allemagne, ou qui Madame de Bois, je vais te répondre très sincèrement. Les Français comme les Allemands ont les politiques qu'ils méritent. Non, ça veut rien dire. D'ailleurs, on a mis on vote pour moi, on assume ce que je vais faire. Attendez, alors là, on s'égare. On passe à un sujet sérieux. Le tour de table d'Abdoulaye. Parce que mon sujet n'est pas sérieux. Non, il n'était pas sérieux. Non, mais soutiens-moi un peu. Mais c'est pas ça, c'est parce que vous étiez en train de vous égarer là. C'était pas le sujet dont je parlais. C'est vrai qu'on s'égare. Bon, on a les politiques qu'on mérite. Alors, ok. Voilà, les vraies voix. C'est un débat très constructif. C'est le gros niveau. C'est le gros niveau. Mais c'est bien, les Français. On se concentre. Abdoulaye, vous voulez nous parler des 10 ans c'est cette année c'est les 10 ans des attentats terroristes de 2015. C'est ça. En fait, je voulais revenir du Bataclan et le 7 janvier, ça sera de Charlie Hebdo. Exactement. Je voulais revenir sur cette période noire en fait qui a traversé notre pays il y a maintenant 10 ans. C'est-à-dire que cette année, en 2025, on va commémorer les attentats de janvier 2015 et de novembre 2015. Une période qui est assez difficile parce que je pense que tout Français que nous sommes, on savait ce qu'on faisait ce jour-là. J'étais en fonction et notamment je parlais plutôt du Bataclan et du Stade de France, notamment novembre 2015. Je rappelle que les attentats du Bataclan, c'est 131 personnes qui sont décédées, notamment, et plusieurs centaines de blessés commis par des terroristes. Et je pense que quand on voit les forces de l'ordre qui sont intervenues pour justement neutraliser ces djihadistes, mais aussi ne pas oublier l'unité ce jour-là de notre pays, que ce soit gauche-droite ou autre chose, contre le fanatisme religieux, contre l'obscurantisme, il faut ne pas oublier. Donc j'aime pas dire qu'il faut commémorer, on va dire 10 ans, parce que ça se commémore pas, on va dire, un anniversaire comme ça. C'est juste simplement ne pas oublier. Et moi, pour y être intervenu notamment en novembre 2015, je pense aussi à mes collègues, que ce soit du RAID, de la BRI, du GIGN, qui ont fait un travail remarquable. Mais en dehors de ça aussi, toutes les personnes des sécurités intérieures, que ce soit les pompiers, les médecins, les urgentistes,
qui sont intervenus pendant cette période. Les chauffeurs de taxi qui ont transporté gratos les blessés. Enfin, avant toute chose aussi, surtout à ces personnes qui sont décédées, aux familles des victimes, et évidemment Charlie Hebdo. Toutes ces personnes qui croyaient justement à notre République, à nos valeurs, qui faisaient en sorte de mettre en avant l'esprit des Lumières. Notre France, ne jamais oublier. Donc effectivement, je voulais juste, c'est un tour de table, on va dire un peu lourd, mais dire que la France est plus belle que ça et ne devra jamais céder au fanatisme religieux, quel que soit, et se dire que nous sommes la France et nous devons, on va dire, se mettre debout par rapport à cela. Moi, Françoise, on parle de devoir de mémoire, en fait. Oui, je suis d'accord. Moi, je serais pour qu'on recélèbre et on va commémorer de toute façon. Je pense que c'est ça, la France. C'est les manifs qui suivent Charlie. Je vous assure que quand vous voyez arriver des tracteurs, ouais, j'ai envie de pleurer encore, parce que j'habite au centre de Paris. Je vois des tracteurs sur la rue de Rivoli. Qu'est-ce qu'ils font? Les tracteurs, j'ai envie de pleurer. Ils ont roulé toute la nuit. Les tracteurs, ils ont roulé toute la nuit des Vosges pour venir à la manif gigantesque. On est combien? 4 millions avec tout le monde ensemble. Et donc, moi, je crois vraiment que demain, à nouveau, il y a Charlie. Je pense que demain, il y a à nouveau cette France-là. Je ne fais pas partie des gens qui pensent que cette France-là, elle n'existe plus. Elle est là. Elle a un cœur battant. Et quand vous voyez ces manifs après le 7 janvier, tous les chefs d'État, moi, je me souviens de cette photo qui m'a vraiment, avec Angela Merkel, qui a vous vous souvenez, qui a la tête posée sur l'épaule de Hollande, elle a des larmes. Et bon, évidemment, j'étais en situation, donc tu as couvert tous ces chefs d'État. Ils étaient tous là. Sauf Barack Obama, parce qu'évidemment, sa sécurité avait interdit qu'il soit là. Mais donc, c'est pour ça qu'il vient à la COP 21. C'est pour ça qu'il vient à la COP 21 en rattrapage en décembre à Paris, parce qu'il n'a pas pu venir, sa sécurité lui a interdit d'être là. Mais voilà, je suis d'accord avec Abdoulaye. C'est très puissant. Et moi, je suis persuadée que cette France-là, peut-être les gens ne le pensent pas derrière le poste. On l'entend moins en ce moment, en tout cas. Mais elle existe encore, elle est encore là. Ce cœur battant, il est là. Franchement, on était tous dans cette manif. Bien sûr. Franchement, tout le monde. Il y avait les flics, les rastas, il y avait les étudiants musulmans, les étudiants juifs. Enfin, c'était les laïcs. Enfin, c'était sublime. Voilà, c'est la France. C'est encore possible, une France comme ça. Tout est dit, c'est un véritable rassemblement. T'es d'accord que tout est dit? Non, t'es d'accord que cette France, elle existe encore ou pas? Oui. Ça règle pas pour autant, évidemment, c'est des moments soit très durs comme on va le vivre là, mais en même temps très beaux comme on l'a vu avec les Jeux Olympiques. Je veux dire, tout ce qui rassemble le pays, effectivement, c'est formidable. À côté de ça, ça règle pas tous les problèmes de fond de notre pays pour autant, mais on est capable encore une fois de se réunir sur des événements dramatiques, comme ça a été le cas là, et puis sur des événements comme on a vu. Hier encore, le 31 sur les Champs-Élysées, c'est 1 200 000 personnes. C'était dingue, les Champs-Élysées. Personne ne se fout sur la gueule. Nos policiers ont fait le travail qu'il fallait. Formidable, quoi. Et les Jeux Olympiques ont été, voilà. Donc, voilà, il y a des moments qui nous font rire, sourire, etc. Il y a des moments qui nous font pleurer parce qu'on a perdu des copains, on a perdu des amis, etc. Quand tu parlais un instant, je pensais à mon copain Jean-Michel Fauvergue qui est intervenu avec la BRI et le RAID, qui me rappelait tu y étais à l'assaut. Il a fait l'assaut. Il m'a dit, c'est waouh, c'est gravé dans sa tête à jamais, quoi. Et si Abdoulaye, c'est gravé dans votre tête à jamais? Oui, parce que justement, je l'ai écrit dans mon livre, en fait. Donc, je suis intervenu au Stade de France, j'ai fait des constatations. Donc, je me suis occupé du 2e djihadiste, et du 3e sur le terre-plein central, et j'ai fait des constatations. Et ensuite, quelques temps après, donc il y a le film Novembre en plus qui en parle. Très bon film d'ailleurs que je recommande. Et aussi sur l'assaut de Saint-Denis, donc avec évidemment Monsieur Fauvergue, où évidemment ils sont montés en premier. Nous, après, on a ramassé les restes des djihadistes. Et c'est vrai que ce moment-là, je pense que personne ne peut l'oublier. Et pour ceux qui l'ont vécu, oui, effectivement, c'est quelque chose qui est imprégné à tout jamais dans notre vie. J'ai une pensée, moi, quand même, pour vous et pour ceux qui rentrent dans le Bataclan derrière leur bouclier qui pèse je sais pas combien de kilos. C'est chaud. Le courage, sans déconner, ça arrose à la Kalachnikov à l'intérieur, et puis ils savent très bien ce qu'ils vont trouver. Et surtout les primo-intervenants comme ce fameux commissaire et son chauffeur qui sont intervenus en Guillaume, premier. qui est le patron du RAID maintenant. Qui est le patron du RAID, qui est Guillaume Cardi, qui est intervenu avec son chauffeur, qui passait par là, et là ils sont intervenus, ils ont neutralisé un des premiers djihadistes à ce moment-là, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut leur rendre hommage c'est anniversaire en tout cas que c'est 10 ans. Il faut finir note positive quand même. Et je vais rejoindre François, c'est que cette France-là, effectivement, elle existe. C'est-à-dire celle où de l'audace, celle de la positivité, de l'optimisme, et de se dire qu'on peut traverser des moments qui sont difficiles, mais l'optimisme prendra toujours le pas sur le marasme. D'accord.
La Merci France des beaucoup, libertés. Abdoulaye. Vous y croyez, Judith, à ça, vous aussi? Bien sûr. Vous pensez qu'elle existe encore, cette Bien France? sûr. Bah, c'est Bien super, sûr. je suis ravie de vous l'entendre. On a une petite note positive, c'est important de toute façon. Et puis là, on va passer au coup de cœur, pas du tout, au coup de projecteur, pardonnez-moi, chers amis, dans quelques instants. Lors de ses vœux 2025, le président de la République a reconnu que la dissolution de l'Assemblée nationale avait davantage divisé qu'autre chose. Il a cependant assumé pleinement cette décision et appelle à un redressement collectif pour rétablir la stabilité en insistant sur l'unité et la solidarité. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce mea culpa d'Emmanuel Macron, vous, les auditeurs de Sud Radio? Est-ce que vous trouvez que c'est crédible? Est-ce que c'est un progrès? Est-ce que c'est un mensonge ou est-ce que ça ne change rien? Vous votez sur X, hein, surtout, vous n'hésitez pas, et puis vous nous appelez au 0826 300 300 pour réagir si vous le voulez. On va recevoir Jean Petot, hein, qui est politologue, pour en parler. Restez avec nous, on revient tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Judith Belair. Et nous sommes avec Bruno Pomar, qui est ancien policier du RAID, maire de la commune de Belleflou dans l'Aude, Françoise Degois, éditorialiste chez Sud Radio et pas que, puisqu'elle est conseillère en communication politique, Abdoulaye Kanté, policier à la direction de la coopération internationale du ministère de l'Intérieur. Et c'est le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. La dissolution a apporté davantage de divisions à l'Assemblée que de solutions pour les Français. Ce sont les mots du président Emmanuel Macron hier soir lors de ses vœux 2025. Il a donc reconnu que sa décision de dissolution avait conduit à plus d'instabilité que de sérénité, un choix qu'il assume pleinement. En décembre, il avait déjà admis que cette décision avait été mal perçue. Pour 2025, il appelle à un ressaisissement collectif pour restaurer la stabilité en insistant sur l'unité et la solidarité des Français, comme l'ont montré leur mobilisation pour les JO et la réouverture de Notre-Dame, soulignant que l'impossible n'est pas français. Alors on vous pose la question à vous les auditeurs, hein, sur X. Pour vous, qu'est-ce que c'est ce mea culpa d'Emmanuel Macron? Est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est un progrès, un mensonge, ou est-ce que ça ne change rien? Alors vous votez un mensonge à 69%, ça ne change rien à 29%, et puis un petit 1% pour c'est crédible et un progrès. Alors pour en parler avec nous, nous sommes avec Jean Petot, qui est politologue. Bonsoir Jean Petot. Bonsoir. Bienvenue, bonne année à vous. Bonne année aussi. Merci. Oui. Alors, Jean, du coup, qu'est-ce que vous en pensez, vous, tout bonnement, de ce mea culpa? Est-ce que vous pensez que c'est sincère et où ça va changer quelque chose? Oui, c'est pas que je ne peux pas répondre à la question, c'est que je vous propose de remonter quelques secondes en arrière par rapport au passage que vous avez lu. Quand il dit il faut reconnaître que cette dissolution a provoqué plus d'instabilité que de sérénité à l'Assemblée nationale, juste avant, il dit pour l'heure, il faut reconnaître. Alors, ce pour l'heure est assez étonnant parce que qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est-à-dire que aujourd'hui, comme on dit, force est de constater qu'il y a de l'instabilité, mais ça pourrait changer. C'est-à-dire que ça, c'est le constat au 31 décembre à 20h et des poussières. Comme si, dans un futur plus ou moins proche, cette instabilité allait s'effacer au profit davantage de sérénité. Ça, c'est assez étonnant, je trouve, comme formulation. Emmanuel Macron peut lui faire beaucoup de reproches, mais il a quand même, je crois, encore le sens exact des mots qu'il prononce. Et ce pour l'heure, à mon sens, est le petit détail de trop qui montre qu'il n'a pas véritablement changé son analyse sur la perception, sa propre perception de la dissolution, qu'il doit considérer comme encore un coup de génie qui n'a pas été forcément entériné. Alors Bruno Pomar, il y a ce pour l'heure effectivement dont nous parle Jean Petot, puis il y a aussi cet appel à l'unité des Français, alors qu'on sait qu'aujourd'hui les divisions politiques sont plus profondes et plus exacerbées que jamais. Bon, en même temps, encore une fois, c'est le propos du président de la République. Il est élu et c'est lui le président de la République jusqu'à preuve du contraire. Donc, effectivement, il a tout intérêt à appeler à l'unité du pays. Mais bon, quand on voit le contexte politique actuel, avec le gouvernement qui est en place et ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est un peu compliqué de voir comment le pays peut arriver à être uni. Je ne sais pas, à travers une vision future ou quoi. J'en sais rien, franchement. Moi, je crois que ce qui a fait beaucoup
beaucoup de mal à Emmanuel Macron, c'est cette présidentialité à outrance de la fonction de président. Ça lui est monté à la tête complètement et il a perdu les bas. Je trouve que son discours a été assez mesuré. Alors, le monsieur Jean Petot va dans le détail, j'entends ce qu'il dit, mais en même temps, il a quand même parlé de référendum. Voilà, il y a des choses qui sont intéressantes. Je pense qu'on devrait avoir... Mais si jamais, par exemple, il faisait un référendum, est-ce que vous pensez qu'il serait capable de démissionner comme un De Gaulle ? Si ça allait pas dans son sens. De Gaulle l'a fait, oui. On était dans une autre période. Pas certain. Non, mais au moins pour parler de, même pas pour une question de le faire partir, mais au moins sur des sujets importants, des sujets régaliens très importants. Je pense sur l'immigration. Tiens, c'est un véritable sujet. Peut-être ça serait intéressant de faire un référendum. Il y a trop de nuances finalement dans le discours d'Emmanuel Macron. Écoutez, pour une fois, Jean Petot, je pense que vous serez d'accord avec moi. C'est la première fois en 7 ans que personne ne s'est fait engueuler. Non, mais déjà. non, mais écoutez, la dernière fois qu'il a pris la parole après la censure. Tout le monde s'est fait engueuler. Alors on était tous des irresponsables, des affreux Jojo, des anti-républicains, enfin bon bref, parce qu'on a vu l'outrance et l'outrecuidance de censurer un gouvernement minable. Bon, donc là, quand même, regardons les choses, personne ne s'est fait engueuler. Déjà, hier, j'attendais le moment au détour de la phrase, j'ai dit tiens, ça fait 5 minutes, ça fait 6 minutes, ça fait 10 minutes, il n'y a toujours pas une petite grenade, il n'y a pas de grenade qui est sortie de sa bouche. Donc déjà, ça dit... Ça dit surtout sa fragilité politique, parce que si Emmanuel Macron, avec le tempérament qu'on lui connaît, était en situation de force politique, bien sûr qu'on se serait tous fait carchériser, évidemment, il y en aurait eu pour la gauche, pour la droite, pour le centre, pour l'extrême droite, pour les irresponsables. Donc là, c'est sa position de faiblesse qui joue. C'est sa position, pour moi, de faiblesse qui joue. Le mea culpa, et je suis d'accord avec Jean, j'ai noté absolument le même bémol, le mea culpa, il est à minima, mais il existe. C'est-à-dire que chez un homme comme Emmanuel Macron, je pense qu'hier, il y avait 2 choses révolutionnaires hier soir. Il y avait une révolution. Non, mais sérieusement, il faut voir d'où on part. Il est têtu comme un mulet des Pyrénées, ça c'est sûr. Je sais, j'en suis une. Donc je sais, on est là quasiment de la même vallée. Donc je sais qu'est-ce que ça veut dire d'être têtu. Non, mais il y a une forme de petite révolution copernicienne qui n'ira pas plus loin que ça. Il y a le mea culpa même à minima. 2, personne ne s'est fait engueuler. Il y avait presque, c'était pas l'hymne à l'amour, mais au moins c'était neutre, c'est déjà pas mal. Et troisièmement, référendum. Alors, de quoi parle-t-il? Est-ce qu'il fait un référendum sur l'immigration à haut risque? Est-ce qu'il fait les retraites? Moi, je pense que s'il fait un référendum sur les retraites, il va sauter. Sauf qu'il va évidemment le perdre. Et là, comment est-ce qu'il peut rester? Donc il le fera pas, quoi. Moi, j'aimerais bien qu'il le fasse, mais ça m'étonnerait que ce soit ça. Face à la difficulté de la représentativité au niveau de l'Assemblée nationale, je pense que le président a fait un constat où effectivement il a essayé beaucoup de choses, la dissolution et toute cette espèce de pirouette, on va dire politique et tout. Et au final, il y a rien qui a. Enfin, on va dire que ça n'a pas fonctionné aux yeux des Français. Et il s'est dit qu'à un moment donné, je vais reconnaître en toute bonne foi certaines de mes erreurs, mea culpa. 2, le référendum, c'est de redonner vraiment, très sincèrement, la parole aux Français. C'est-à-dire que c'est parce que les Français, évidemment, ne se sentaient pas représentés. Donc il s'est dit, tiens, enfin, maintenant, je vous ai entendu et je vais vous donner la parole. Et évidemment, sur certains sujets, comme le dit Bruno, il faut qu'il y ait des sujets essentiels, comme c'est-à-dire le régalien, comme l'immigration, sur les retraites, sur vraiment le quotidien des Français, sur l'économie, sur plein de choses qui font que aujourd'hui, les Français, forcément, ne se sentaient pas écoutés. Peut-être que sûrement, on ne les entendait pas et que quand ils se plaignaient à travers des manifestations et tout, il s'est dit tiens, peut-être on va avancer dans ce sens où se dire très bien, je reconnais mon erreur. C'est vrai que par rapport à la dissolution où tu as vu évidemment toutes les personnes, même certains étaient en train de flipper pour leur siège. Le soir des Européennes, c'était complètement édition spéciale. Justement, Jean Petot, j'ai une question sur cette dissolution qui me taraude un peu. Est-ce que selon vous, c'est quoi? T'as des questions qui te taraudent, toi. Ça m'arrive. Est-ce que cette dissolution... Bon, est-ce que je peux en placer une quand même? Donc Jean, est-ce que cette dissolution, c'était un acte de leadership dans sa tête à Emmanuel Macron ou simplement une tentative désespérée finalement de garder le contrôle du pouvoir en le perdant finalement? Non, je crois qu'il a voulu faire un coup. C'est un joueur. Il a pas fait tapis. Tapis, ça sera éventuellement le référendum. J'en dirai un mot tout à l'heure. Mais il a voulu faire un coup politique, oui. Il a pensé, en particulier, en accélérant le calendrier, puisque vous savez qu'il avait un créneau entre 20 et 40 jours pour organiser les législatives, en prononçant la dissolution le 9 juin au soir et en utilisant le délai le plus court pour un premier
premier tour le 30 juin, il a pensé en particulier que la gauche, vu l'état de la NUPES à l'occasion des européennes, n'aurait pas le temps de se reconstituer dans le délai extrêmement court de 4 ou 5 jours. Bon, donc il a tenté, comme il dit toujours, il a pris son risque et il s'est planté. Alors sur le référendum, je crois que s'il a cette idée de faire un référendum ou des référendums, et en particulier avec non pas des questions multiples qui permettraient peut-être de diluer la réponse ou les réponses des Français en une seule fois. S'il a cette idée de faire un référendum, je crois qu'il va visser le dernier clou du cercueil politique qui est le sien. Parce que quelle que soit la question posée, quelle que soit l'interrogation faite aux Français, même si c'est sur le sexe des anges, ou alors il faudra qu'il fasse en sorte de ne jamais répondre lui-même à la question, mais quelle que soit la question qu'il posera, les Français voteront majoritairement contre sa réponse. Ouais, Jean Petot, je suis d'accord absolument avec ce que vous dites, c'est-à-dire que je ne peux pas imaginer... C'est Françoise. Oui, c'est Françoise de Bois. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Bonsoir Jean Petot. Je suis absolument d'accord avec ce que vous dites parce que la réalité, c'est que je ne peux pas imaginer Emmanuel Macron dans cette position-là, parce que ce sera un référendum pour ou contre Macron de toute manière, c'est évident. Bien sûr, ouais. Et surtout, Chirac avait réussi à bien se dissocier du référendum de 2005. Donc, mais il n'était pas dans la même situation. Il n'était pas dans la même situation. François, c'était à 2 ans de la fin. Je suis d'accord, non, mais c'est pour ça. Je suis d'accord, non. Il était déjà malade. Et je voudrais terminer sur ce que, je vais voir si vous êtes, on va voir si vous êtes d'accord. Sauf si nous sommes là en train de disserter sur Watson et Emmanuel Macron's mind. Nous n'en savons rien de ce qu'il a dans son état d'esprit. Et sauf si Emmanuel Macron veut faire une sortie parce que il juge. Il reste 33. Aujourd'hui, il juge qu'il ne tiendra jamais 2 ans et demi dans une situation pareille, même pas jusqu'à la dissolution. Et qu'il veut faire une sortie par le haut, c'est-à-dire une sortie gaullienne. C'est-à-dire, j'organise un référendum. Mais ça serait pas une catastrophe, ça ? Je ne sais pas si ça serait une catastrophe, mais en tout cas, pour lui... Au niveau égo, c'est sûr. Non, mais pour lui... Non, mais pas du pour tout. la France. Non, mais je pense que ce serait une catastrophe avec la présidentielle anticipée. Mais pour lui, je sors par le haut sur un référendum que je perds et peut-être une solution qu'il a dans un coin de sa tête. Je veux savoir ce qu'en pense Jean Petot, mais pourquoi pas ? Jean, vous allez nous répondre. Allez-y. François, vous vous souvenez de cette phrase terrible que Raymond Aron a eue au sujet de Valéry Giscard d'Estaing, en disant c'est un très bon président, mais il lui manque le sens du tragique. Oui, bien sûr, vous avez raison. Je ne suis pas persuadé que Macron ait le sens du tragique. Et par ailleurs, pardon pour l'image, elle est mauvaise, mais ce qu'on appellerait alors une sorte de suicide politique assisté, qui consisterait à demander aux Français finalement de prendre cette décision. Honnêtement, et je suis d'accord avec vous, Françoise, on n'est pas dans la tête de Macron, c'est sûr. Mais je pense que ce serait quand même assez particulier. Je trouve que ça ne correspond pas tout à fait au personnage tel qu'on le voit aujourd'hui. Et pourquoi, par exemple, c'est passé vite inaperçu hier soir, mais pourquoi à nouveau, par exemple, situer et donner un nouvel horizon pour la France, non plus 2030, mais 2050 maintenant. Donc c'est assez contradictoire tout ça. Je crois qu'on est plutôt sur. Alors attendez, si vous permettez. Voilà. Bruno Pomar, est-ce que vous pensez que rétablir la crédibilité d'un exécutif qui est aussi contesté, c'est une chose qui est envisageable à travers des référendums ou à travers quoi que ce soit d'ailleurs en général? Écoutez, l'exécutif, quand on voit dans quelle situation on est actuellement, un référendum ou pas, en soi, ça pourrait être une bonne chose, moi je pense. Mais encore une fois, je pense que le président de la République, pour l'instant, est hors concours, hors sujet totalement, et qui ne sait pas comment se dépêtrer d'une situation qui est quand même très complexe. Qu'il a créé lui-même. Il a créé, en nommant un Bayrou, effectivement, il n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. D'autant que Bayrou s'est imposé carrément. Il n'a pas été... On le sait. Que ça a duré quelques heures dans le bureau, effectivement. Je suis un peu sceptique. Abdoulaye Kanté. L'hyper-présidentialité, je pense, a montré ses limites. Et c'est vrai que quand on voit qu'on en est à ces questions de savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour redonner de la crédibilité à un gouvernement ou bien à nos politiques, c'est vrai que c'est déjà, avant tout, reconnaître déjà ses erreurs. Reconnaître, on veut dire, ce qui n'a pas fonctionné et se dire que, justement, j'ai peut-être pris des décisions... Mais est-ce que c'est pas ce qu'il fait, justement là il faut savoir le reconnaître, je pense. Il faut le dire. Et comme l'a dit Françoise, c'est qu'aujourd'hui, c'est que
après ces années où il y a eu des échecs et même aussi des réussites. Donc effectivement, donc se dire que quand j'ai pas réussi, bon, je le dis. Maintenant, je veux vous redonner effectivement le pouvoir et aussi peut-être, on va dire, sortir de ma sphère jupitérienne et donner, on va dire, à des personnes de l'exécutif, c'est-à-dire donner vraiment le pouvoir à l'exécutif qui fasse vraiment son travail, et celui qui représente l'exécutif, je pense le Premier ministre, qui justement doit donner le là à tous les autres ministres. Il a l'air pour l'instant de... C'est ça le plus important. Et c'est peut-être comme ça, peut-être que la crédibilité, on est au début. Maintenant, après, on parle certains, je pense je vais pas dire tes amis, parce que Retailleau s'est imposé, non, mais qui déjà tout de suite attend juste une chose avec un sniper et dit que de toute façon, au mois de janvier, vous allez tous sauter. Donc, qu'est-ce qu'on veut c'est la réalité. Je pense que tu peux pas demander à la gauche de pas voter la censure, avec Bruno Retailleau qui va faire une loi immigration qui dit pas son nom, avec François Bayrou qui ferme la porte sur les retraites. C'est-à-dire que tu te fous du monde. C'est-à-dire que tu as besoin de la gauche pour ne pas être censuré, et particulièrement du Parti Socialiste. On tend la main depuis un mois, on négocie depuis un mois. Ça n'avance pas. Non, mais c'est pas nous qui n'avançons pas. C'est Bayrou qui te claque la porte au nez, donc ne t'étonne pas si on censure. Excusez-moi, Jean Petot, excusez-moi, s'il vous plaît. Je suis toujours là. Oui, est-ce que vous pensez qu'il est foutu, Bayrou? Bon, oui. Françoise vient de poser le problème de manière assez claire, comme d'habitude. Ce qui peut dissuader le Parti socialiste, puisque c'est ainsi qu'il faut poser le problème. C'est ça la clé, c'est le PS. De ne pas voter la censure. Ou par ailleurs, peut-être le RN qui, cette fois-ci, n'adopterait pas la même stratégie que vis-à-vis de Michel Barnier, c'est l'idée de gagner un petit peu de temps, de rétablir un peu de stabilité pour peut-être, par exemple, obtenir l'évolution du mode de scrutin, et un changement avec une proportionnelle. Voilà. Non, mais nous, Jean, je dis la demande du PS, parce que c'est le PS qui est clé dans cette affaire. Vous savez très bien que la demande du PS, ça porte sur les retraites. On y était presque sur le gel. Mais il a dit qu'il allait en reparler. Mais non, mais on s'en fout, c'est que dalle, c'est des paroles de Béarnais, ça, je les connais bien, je suis bigourdane. C'est-à-dire, oui, on va en reparler. Non, mais vous savez très bien que c'est des paroles. Mais non, mais moi je les adore, toute ma famille est béarnaise, donc on sait comment on parle. Dire on va en reparler égale 0 + 0 la tête à Toto. C'est on suspend et on en reparle. Et oui, c'était quand même pas. Macron, il veut pas y toucher à ça. Mais c'est pas vrai. Je pense que Macron était plus proche, plus prêt à toucher. Il est prêt à toucher à tout pour sauver sa tête. Loi sur l'immigration, plutôt que ça. Bien sûr, parce qu'il sait très bien que dans ce pays, quoi qu'il advienne, même si ça a l'air assez obsessionnel, ce qui compte d'abord, c'est le pouvoir d'achat. Et la question des retraites est une question clé pour ce pays. Voilà. La sécurité de l'immigration, excusez-moi Françoise. Mais c'est en deuxième ou en troisième. Mais regardez. Mais regardez, mais c'est sur les plateaux, c'est en premier. C'est dans tes sondages du Parti Socialiste. Non, mais je pense, Bruno, il faut que tu bosses un peu. Regarde tous les résultats des élections. Il faut être d'accord avec Françoise. Mais non, mais jamais une présidentielle ne se fait sur l'immigration et la sécurité. Elle se fait toujours sur. Maintenant, aujourd'hui, les Français n'ont aucune envie. C'est pas la sécurité. Non, attends. Elle a le droit d'avoir son avis, mais respecte ce que nous. Est-ce que Sarkozy, il n'a pas été élu sur une politique sécuritaire? Mais bien sûr. De quoi Non, il a été élu sur travailler plus pour gagner plus. Non, mais la sécurité aussi. Mais arrêtez de. Bon, les amis, on va être obligés de s'arrêter. Il a été élu sur travailler plus pour gagner plus. Jordan Bardella a perdu les législatives parce que ça n'a pas été la préoccupation, la sécurité. Parce que tu t'égares. C'est toi qui t'égares. On ne sera pas d'accord. Les faits sont têtus. Je vous remercie d'être venu partager ce moment tranquille et détendu avec moi. Travailler plus pour gagner plus. C'est déjà fini? Travaillons plus. Bah oui, regardez, 18h54. Alors je vous rappelle avec qui vous étiez ce soir, chers auditeurs. Vous étiez avec Bruno Pomar, qui est ancien policier du RAID et maire de la commune de Belleflou dans l'Aude, l'inénarrable Françoise Degois, notre éditorialiste. Et Jean Petot, bien sûr, on va lui dire au revoir. Et Abdoulaye Kanté, policier à la direction de la coopération en communication politique. Ils sont pas mal ces policiers quand même. Ils sont pas mal. Est-ce que je peux finir de dire au revoir ou pas? Oui, vous avez le droit. Jean Petot, on vous remercie de votre témoignage. Bonne année. Bonne année à vous. Parce que je suis en Pologne, voyez-vous. Voilà. Eh bien, bonnes vacances alors, et puis bonne année à tous. Et puis nous, on se retrouve dès demain. Allez, je vous embrasse. Bye bye.